Salut Internet, aujourd'hui format podcast où nous allons commenter donc une émission du Média en 442 avec comme invité Thomas Boussion qui est l'auteur du livre qui s'appelle L'immaturité permanente. Alors avec un titre pareil, moi je ne pouvais qu'être enchanté de découvrir la prose de Thomas Boussion, puisque vous savez que parmi les expressions que j'emploie très souvent, il y a celle d'enfants dans des corps d'adultes. Or là, il s'agit pour lui donc de commenter l'évolution de la société et comment est-ce qu'on valorise de plus en plus une certaine forme d'immaturité, de sorte à maintenir les adolescents, puisque c'est de ça dont il s'agit, le plus tard possible dans un état infantile dans lequel ils sont dépendants et manipulables. Malheureusement, au fur et à mesure de l'émission, je dois bien dire que les cheveux que je n'ai pas se sont dressés sur ma tête au point que je vous propose aujourd'hui ce podcast. Découvrons sans attendre le contenu de l'émission. Si on considère qu'on peut traiter les enfants de la même manière que les adultes, et inversement d'ailleurs, alors on s'autorise à faire aux enfants ce qu'on fait aux adultes, c'est-à-dire ce que les adultes se font entre eux, notamment sur la question de la sexualité. Donc effectivement, le développement, je dirais, très inquiétant et profondément organisé pour le coup, le développement de l'éducation à la sexualité dans les écoles publiques évidemment, est très inquiétant à ce niveau-là parce que on voit tout de suite les dérives que ça implique. Bon, jusque-là, je n'ai rien à dire. Alors effectivement, le Média en 442, c'est un média plutôt de droite qui le reçoit, mais enfin de droite, ça veut pas dire avoir tort, loin de là. Et donc effectivement, pour l'instant, nous sommes parfaitement d'accord. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thomas Boussion. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes écrivain, vous avez été rédacteur du site d'information d'égalité et réconciliation pendant 6 ans. Vous avez également fait partie de l'équipe éditoriale de Contre-Culture. Et on vous reçoit aujourd'hui pour la sortie de votre livre L'immaturité permanente, combattre l'infantilisation des esprits aux éditions Contre-Culture, sorti déjà au mois de février de cette année. Merci d'être avec nous, Thomas Boussion. Merci à vous. Alors ce livre, c'est à la fois une analyse sociologique de l'état mental de la société française, mais c'est aussi une vive critique de ce qu'elle est devenue. Le titre est pour le moins évocateur. Alors pourquoi avoir choisi cet axe d'écriture avec pour thématique l'infantilisation, véritable fil d'Arial de votre livre? Alors j'ai choisi cet axe parce que il me semblait qu'il reflétait, je dirais, le cœur de ce que je pouvais observer dans l'évolution de la révolution récente de la société française notamment, mais plus largement occidentale. Et c'est un livre que je n'avais pas l'intention d'écrire au début, mais qui est devenu un petit peu nécessaire, notamment durant la période du Covid, où je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. J'ai réussi à mettre des mots sur ce que je sentais depuis un certain temps, et ce que beaucoup de gens sentent depuis un certain temps, qui est effectivement l'infantilisation de la population. Et j'ai essayé dans ce livre de travailler sur l'aspect psychologique de la chose, essayer déjà de décrire le phénomène, parce que si je veux rappeler très rapidement la structure du livre, dans une première partie, je me contente de décrire le phénomène, c'est-à-dire que je dis ce que je vois, j'essaie de mettre des mots sur ce que beaucoup de personnes peuvent observer, et ce qui est très agaçant aujourd'hui, dans des comportements vraiment infantiles. Et dans ces comportements, j'essaie de trouver une sorte de point commun, une sorte de moteur qui expliquerait tout un tas de comportements différents, et notamment un moteur psychologique que j'essaie d'identifier donc dans cette première partie, et qui est tout simplement la lutte contre toutes les contraintes qui caractérisent l'enfance. Et j'essaie de repérer ce moteur psychologique dans les comportements adultes aujourd'hui, dans les comportements des adultes qui sont comme des enfants justement. Et ensuite, j'essaie de réfléchir plus dans une seconde partie sur l'aspect intellectuel, ou plutôt les conséquences intellectuelles de cette attitude, de ce rapport au monde. Bon, jusqu'à présent, ça a l'air assez sensé, ça a même l'air de rejoindre totalement le travail d'hypnomachie à ce stade de l'émission. Je me léchais déjà les babines tout en me préparant à passer un très bon moment. Il a parfaitement raison sur le fait que l'infantilisation, justement, permet... enfin, il le dit pas clairement, mais c'est en filigrane dans son exposé, permet la manipulation. Tout comme nous étions habitués, enfants, à avoir
avoir un certain nombre de mascottes, vous savez, le tigre Frosties et autres animaux qu'on met comme ça sur les paquets de nourriture pour enfants, de sorte à faire paraître le produit plus sympathique. Il est quand même un petit peu étonnant, pour ne pas dire inquiétant, qu'aujourd'hui l'on retrouve ce genre de petits personnages pour vendre, je ne sais pas, des assurances à la Matmut, par exemple, avec le fameux buisson, ou des mascottes d'équipes de foot et autres choses quand même qui sont censées s'adresser à des adultes, entre guillemets. Je mets entre guillemets pour le foot. Bref. Et j'essaye d'identifier ce qui, notamment, chez beaucoup d'adultes aujourd'hui, beaucoup de personnes qui sont censées être des adultes, caractérisent un rapport intellectuel au monde infantile. Et notamment dans le refus de tout ce qui est la contradiction et tout le débat intellectuel. Et puis ensuite, dans une troisième partie, j'essaie d'en tirer quelques conséquences politiques. Bon, là, j'ai un premier indice de plafonnement potentiel en rationnel. Évidemment, ça n'est qu'un indice, je n'ai pas assez d'informations pour pouvoir l'affirmer à ce stade, mais on peut être dans le refus de toute critique parce qu'on est lucide sur les limites de l'approche critique. Or là, il semble faire du débat et de la logique aristotélicienne une espèce d'absolu indépassable. Bon, peut-être que je surinterprète à ce stade, comme d'habitude, où je comprends pas, où je comprends trop. Bon, vous allez voir effectivement au bout d'un moment que, comme d'habitude, je comprends trop. Voilà, donc tout ça est le résultat d'une réflexion qui est apparue effectivement plutôt dans la période du Covid, où j'ai pu observer que, notamment dans le rapport des Français et des Occidentaux en général à la connaissance, à la science, et à ce qui était présenté comme de la science à la télévision, dans les journaux, dans tous les médias, j'ai noté un certain nombre de défaillances intellectuelles. Et c'est à partir de là que j'ai commencé à vraiment essayer de structurer un livre sur la question pour essayer déjà d'expliquer ce que j'avais vu et aussi d'essayer évidemment de trouver ce qui, dans notre manière de réfléchir, peut nous amener à sortir de cette attitude infantile. Alors là, vous nous avez décrit un peu la structure de votre livre. On va essayer d'aller dans les détails. Qu'est-ce qui caractérise un être immature, Thomas Boussion? Alors, ce que j'appelle un être immature, ce que j'appelle d'ailleurs dans le livre l'enfance, c'est une catégorie. Il faut bien avoir ça en tête, c'est que j'essaye dans ce livre d'avoir toujours en tête deux catégories, l'enfance et le monde adulte, de les confronter, d'étudier plutôt leur rapport de force et d'observer ce qui, chez les différents individus qu'on peut croiser dans notre vie, qu'on peut observer, etc., ce qui rappelle plutôt l'une des catégories ou l'autre. Donc, ce qui caractérise pour moi l'enfance, c'est tout un tas de choses qu'on peut observer d'habitude chez les individus les plus jeunes, les vrais enfants, ceux qui sont physiquement des enfants, c'est-à-dire l'impatience, l'irresponsabilité, parfois la violence, l'incontinence émotionnelle, tout un tas de choses qui caractérisent vraiment classiquement les enfants. Évidemment, si vous êtes féru de théorie polyvagale, vous aurez bien reconnu là différents symptômes de l'absence de régulation du système émotionnel au final. Bon, on peut prendre ça tout à fait comme critère pour être un adulte ou un enfant, mais dans ce cas-là, il va y avoir beaucoup d'enfants. Mais bon, pourquoi pas, rentrons dans la logique interne du système que nous présente Thomas Boussion. Alors les enfants sont bien plus que ça, évidemment, mais ce sont des petites attitudes, un rapport au monde en gestation qui se caractérise souvent chez les enfants de cette manière-là. Et mon objectif n'est pas évidemment d'étudier les enfants, mais plutôt les adultes qui se comportent comme des enfants. Et donc, quand je quand je qualifie un adulte d'enfant ou que je dis que son rapport au monde rappelle celui de l'enfance, je ne suis pas en train de dire que c'est un enfant. Je dis simplement que dans le rapport entre la catégorie de l'enfance et la catégorie du monde adulte, cet individu, de temps en temps, dans certains aspects de sa vie, va plus vers l'enfance, ou en tout cas n'arrive pas à aller vers le pôle adulte, par rapport notamment à d'autres qui s'en sortent un peu mieux dans les mêmes domaines de la vie. Donc c'est important, je veux bien établir cette distinction. Je ne suis pas en train de dire que certains adultes sont des enfants, bien sûr que non, puisque j'essaye justement d'éviter ce genre de raisonnement très essentialiste qui verrait une essence de l'enfance quelque part et une essence du monde adulte de l'autre et qui essaierait de classer les individus dans un camp ou dans l'autre d'une certaine manière. Et en plus, vous voyez qu'il sait faire preuve de nuance, il fait attention à différencier la carte et le territoire. À ce stade, je m'attendais vraiment à passer un très bon moment. J'essaye de décrire, de repérer les caractéristiques que j'ai énoncées tout à l'heure chez les adultes et de me demander pourquoi ces caractéristiques sont présentes et à quoi elles servent et quelle est leur fonction. Alors, comment se traduit justement cette infantilisation chez l'adulte? Alors, chez l'adulte, la catégorie de l'enfance se manifeste par tout un tas de refus du monde adulte, surtout.
C'est-à-dire que les adultes, je dirais physiques, ceux qui sont physiquement des adultes et qui sont censés voir le monde comme des adultes, certains d'entre eux refusent certaines des catégories de ce monde adulte. Et c'est ça qui caractérise chez eux un rapport infantile au monde. Donc j'ai donné une petite liste de catégories, de caractéristiques de l'enfance. Je peux un peu faire la même chose du côté adulte, c'est-à-dire que dans l'archétype de l'adulte, et j'insiste encore une fois, c'est un archétype, c'est-à-dire que c'est un ensemble de catégories qu'on ne retrouve jamais parfaitement et totalement chez qui que ce soit. On va avoir des comportements qui vont être de la prise de responsabilité, qui vont plus être, qui vont avoir un rapport au monde beaucoup plus nuancé, capable notamment de gérer des aspects un peu contradictoires du monde, de passer d'un registre à l'autre pour essayer de gérer des difficultés vraiment très pragmatiques et quotidiennes qui vont faire que l'adulte va être capable de prendre en charge, c'est ça que j'appelle la responsabilisation, notamment, je dirais, la production du monde. C'est-à-dire, qui passe souvent par le travail, mais pas que. La personne qui s'inspire de cet archétype adulte va essayer de s'insérer dans une communauté, c'est-à-dire qu'il ne va pas, contrairement à l'enfant, il va essayer d'être moins égoïste, il va essayer d'être un peu plus intégré, c'est-à-dire d'essayer de travailler d'une manière qui serve à la fois lui-même, sa famille et les autres, la communauté élargie, je dirais. Et à l'inverse, il y a des personnes qui sont des adultes physiquement et qui refusent de s'inspirer de cet archétype de l'adulte. Voilà. Et donc, on observe par exemple vraiment dans le monde occidental, c'est très présent en ce moment. On a tout un mouvement qui va contre le travail d'une certaine manière, c'est-à-dire contre l'effort qui est associé au travail. Bon, à ce stade, j'ai pas envie d'ergoter, vous savez, comme ces commentateurs qui regardent le travail des autres et sautent sur la moindre incohérence dès le départ parce qu'ils ont envie de se le faire. J'ai pas envie de faire ça. On pourrait se poser la question de est-ce qu'être adulte, c'est forcément être dans le travail. Ça pose quand même la question des contemplatifs. Autrefois, on avait les trois ordres, la noblesse, le clergé et le tiers-état. Autant je vois bien le lien entre la noblesse et qui faisait les batailles, donc c'est quand même un sacré travail que de risquer sa vie sur le champ de bataille. Le tiers-état, on n'en parle même pas vu la pénibilité des travaux des champs. Mais en ce qui concerne le clergé et donc toute cette frange de la population qui serait des contemplatifs, on serait quand même en droit de se poser la question de est-ce que c'est forcément ne pas être adulte que d'être plutôt un contemplatif dans l'âme. Bon, allez, là, j'ergote, je me tais. La production du monde, malheureusement, ou heureusement, ça dépend de quelle manière on le voit, est toujours associée à de l'effort, donc à de la peine ou à de la souffrance même. Et il y a tout un tas de personnes adultes aujourd'hui qui refusent ce monde-là, toujours sous prétexte de lutter contre la souffrance, ce qui de toute façon parle à tout le monde. Personne n'a envie de souffrir. On a tous beaucoup de compassion pour ce genre de choses, mais on observe quand même un certain discours, même une idéologie, on pourrait dire, qui fait la promotion d'un monde sans effort, d'un monde sans travail, d'un monde où on obtient beaucoup de choses sans en payer le prix d'une certaine manière. En fait, à ce stade, je préfère me concentrer sur les points de convergence que je peux avoir avec Thomas Boussion. Et donc, ça m'évoque irrésistiblement la vidéo sur les ravages de l'utilitarisme dans lequel j'explique justement à quel point le gauchiste, en général, est dans une espèce de refus du principe de réalité. Et je crois que ça rejoint totalement ce qu'il dit sur justement un monde où on n'a pas besoin d'efforts et où on dépend des aides, des allocations et d'une manière générale de l'État et de ses subventions. Voilà, donc dans le livre, j'essaie d'identifier comme ça des aspects, notamment liés à la question du travail et de la production, qui peuvent rappeler dans les comportements de certains adultes des catégories qui sont plus proches de celles de l'enfance. Alors cet être immature, cet adulte immature, en tout cas, ce que je comprends, c'est que ce n'est pas un être isolé, c'est qu'il aime en fait être en société, être au contact de ceux qui lui ressemblent apparemment, puisque c'est une idéologie. Est-ce que c'est quelque chose d'inné chez lui ou ça provient d'une promotion d'un certain groupe, de la société peut-être, parce que vous parlez dans votre livre vous donnez 3 exemples de cette immaturité. Vous donnez l'exemple du vote, d'Hollywood et du LGBTisme. Oui, il y a effectivement, en ce moment, je dirais en Occident, une véritable idéologie qui pousse les adultes à rester des enfants. Je ne sais pas de quelle manière elle est organisée, il faut toujours se méfier de ça, ou je dirais dans quelle mesure elle fait partie d'un système qui s'impose à nous, mais en tout cas, de fait, on observe qu'une idéologie se met en branle et essaye de peser, de faire du lobbying
sur notre société pour nous faire, je dirais, coincer au moment de passer à l'âge adulte. Quelques éléments de réflexion comme ça en vrac, mais on peut y voir une conséquence directe. Ce n'est probablement pas le seul facteur, probablement aussi des facteurs génétiques, etc. Mais on peut y voir une conséquence du meurtre du père consécutive au siècle des Lumières. C'est le père qui pousse à grandir, et en tuant le père quelque part, et en plus on n'a pas réussi à tuer le père. On a tué un père symbolique dans les cieux, théorique, mais on l'a remplacé par un père étatique qui a eu comme inconvénient donc de mettre absolument tous les êtres humains sous tutelle et de les couper quelque part des forces de la terre et de la nature et du principe de réalité qui va avec. Parce qu'autant on peut se réjouir du fait de ne plus avoir peur de finir dévoré par des loups avec une jambe cassée seul en forêt, autant cela avait quand même des vertus initiatiques, et donc justement en tuant le père, on a empêché ces rituels initiatiques d'avoir lieu, qui étaient les rituels qui faisaient passer le jeune homme au statut d'homme de plein pied, parce que quand quelqu'un avait dû comme ça se retrouver seul en pleine forêt la nuit tombée et de devoir retrouver la route et sa maison après s'être perdu comme ça, et d'avoir quelque part été dans une position de perdre la vie, eh ben il en gardait une certaine force morale. Ce sont des épreuves comme ça, des moments de vérité qui transforment le jeune homme en adulte. Si vous suivez mon travail depuis longtemps, vous savez tout le bien que je pense des arts de combat et de la pratique des arts de combat, qui peut, lorsqu'ils sont pratiqués d'une certaine manière, pas du tout en loisir évidemment, peuvent, mais c'est la même chose avec l'alpinisme, l'escalade ou certaines autres activités dans lesquelles il y a des moments de vérité, peuvent comme ça contribuer à forger des jeunes hommes et à en faire des hommes. Et on le voit effectivement dans le livre, je prends quelques exemples, on le voit notamment dans les productions hollywoodiennes. Depuis quelques années, on observe tout un tas de films et de séries qui mettent en avant des personnages qui sont des enfants ou des adolescents, donc très jeunes, et qui pour autant sont capables de faire les mêmes choses, voire mieux que les adultes. On a tout un discours qui consiste presque à inverser le rapport classique entre les adultes et les enfants, le rapport classique qui veut que ceux qui ont vécu plus longtemps savent plus de choses que ceux qui ont vécu moins longtemps. Oui, ça s'appelle de la démagogie. Et c'est vrai que tant qu'on est dans une approche purement utilitariste et qu'on veut juste vendre des films, on va préférer vendre des films dans lesquels on va voir une jeune Jedi comme ça pouvoir tenir tête à la galaxie entière, alors que dans les fictions à l'ancienne, eh bien le jeune homme devait, parce que souvent c'était plutôt des jeunes hommes que des jeunes femmes, les héros, pour des raisons de réalisme physique la plupart du temps, puisque là il n'y avait pas cette démagogie à l'époque, et donc il doit passer le jeune homme par ces étapes initiatiques sus-mentionnées, qui le font devenir petit à petit un homme, mais en tout cas il n'accède pas directement à un pouvoir illimité dans ces histoires, justement parce que cela ne fait pas la promotion pour le subconscient de l'effort, du travail et d'une certaine forme d'abnégation, en effet. Ils ont plus d'expérience, ils ont plus de capacités même, avec donc des enfants qui sont des super-héros, des choses comme ça. Et d'une manière plus générale, on a tout un discours qui tend à mettre à égalité les enfants et les adultes, c'est-à-dire à prêter aux enfants les mêmes capacités que les adultes, et donc à en déduire un monde où on peut traiter les enfants comme des adultes. Cela fait partie des ravages de l'école française mal comprise, et nous en parlions déjà dans la vidéo On a essayé de m'attacher avec vraiment avec les ravages qu'ont fait la pensée de Foucault, de Derrida, de Deleuze, de Guattari, etc. Sur les jeunes générations, parce qu'on ne peut pas se permettre de déconstruire avant d'avoir construit. Cela donne, ça donne exactement ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Parce que c'est ça que ça veut dire au final. Ce qui est évidemment extrêmement dangereux pour les enfants. Et à contrario, on avait, je dirais auparavant, je vais même pas mettre une date parce que ce serait difficile, mais bien en arrière, bien dans notre passé, on avait un discours beaucoup plus traditionnel qui consistait à dire que non, les adultes et les enfants ne sont pas dans le même registre, ils ne sont pas capables des mêmes choses, et on avait toute une culture qui entraînait ça, tout un tas de traditions qui maintenaient cette hiérarchie, puisqu'il faut appeler ça comme ça, c'est une hiérarchie, entre les adultes et les enfants, et qui permettait aux enfants de comprendre, notamment, que leur objectif dans la vie, c'était de devenir adulte, non pas de rester des enfants toute leur vie. Cela s'appelait le père, justement, mais en détruisant le père, eh bien, la modernité a entraîné ce type de confusion et le fait que l'on revienne à donc une spiritualité de femme, comme je vous le disais dans la vidéo 72, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Et malheureusement, l'essor du féminisme actuel contribue à éclater les familles et contribue à continuer le meurtre du père. Donc c'est vrai dans Hollywood,
C'est vrai aussi dans tout un tas d'autres aspects de la société. Et on a par exemple, oui, effectivement, je crois que le premier exemple que je prends dans le bouquin, c'est l'exemple du vote. Oui. L'idée dans ce qu'on appelle les démocraties, c'est de faire voter des gamins de 18 ans, j'ai envie de dire. Où vraiment on donne. Alors déjà, on part du postulat que le vote a une importance, ça serait discutable, mais c'est pas vraiment le sujet. Si le postulat c'est ça, on donne la possibilité, la capacité d'avoir une influence sur le destin politique du pays à des gens qui n'ont, par exemple, jamais travaillé, puisque à 18 ans, il y a quelques personnes qui ont déjà vraiment travaillé, mais c'est plutôt rare. Et on a donc une mise à plat, une absence de hiérarchie entre ceux qui ont vécu et qui donc savent, je dirais, le prix des choses et qui donc peuvent prendre des décisions politiques plus ou moins informées, d'un côté, donc les adultes, et puis les enfants. Vraiment, jusqu'à 18 ans, on est encore en enfant, aujourd'hui en Occident. Et donc on les met à égalité, on donne les mêmes capacités politiques aux uns et aux autres. Voilà. Ce propos me semble être intéressant à mettre en relation avec un billet que j'avais écrit là courant août 2024, qui parlait donc du taux de narcissisme absolument incroyable des jeunes générations, qui nourrit aux réseaux sociaux, habitués à être le centre de toute l'attention, au moins dans les mondes virtuels en tout cas, ne supportait plus, justement, c'est le principe du narcissisme, d'être confronté à d'autres êtres humains qui avaient simplement plus d'épaisseur, plus de texture et plus de vécu. C'est l'un des exemples nombreux qu'on pourrait prendre pour illustrer l'encouragement, la mise en avant de l'enfance comme catégorie de même valeur que le monde adulte dans nos sociétés. Alors cet encouragement visiblement est assez contradictoire parce qu'on est dans un schéma un peu inversé. Vous dites que l'adulte devient enfant, enfin il est immature, et puis en même temps d'un autre côté parallèlement, on veut que les enfants en fait grandissent plus vite. Donc ça en ferait des adultes de quel ordre, de quel type? Et là peut-être que je vais déborder un peu par exemple sur le sujet de l'éducation sexuelle à l'école. Et c'est un très très bon sujet, ils ont tout à fait raison de le soulever parce que en fait dire que Dieu était mort est une bêtise. C'est une bêtise sans nom, c'est vraiment confondre Dieu et la représentation de Dieu, d'une part parce que Dieu ne peut pas mourir tout simplement. Et puis ensuite, parce qu'ils sont en train, enfin je ne les critique pas, mais l'époque est en train... Et puis l'époque est en train de se rendre compte qu'effectivement, si on tue le père, à la fin on a une société sans père. Et une société sans père, c'est une société dans laquelle la mère est libre de tout faire. C'est une société dans laquelle le féminin n'est pas contenu par la présence du père. Et donc faut-il s'étonner de retrouver des éléments d'incestualité là-dedans, parce que c'est bel et bien de cela dont il s'agit. Ça en fait des adultes de quel ordre ? Le risque, c'est exactement celui que vous venez de pointer. C'est ça. Si on met les enfants et les adultes à égalité, si on considère qu'on peut traiter les enfants de la même manière que les adultes, et inversement d'ailleurs, alors on s'autorise à faire aux enfants ce qu'on fait aux adultes, c'est-à-dire ce que les adultes se font entre eux, notamment sur la question de la sexualité. Donc effectivement, le développement, je dirais, très très inquiétant et profondément organisé pour le coup, le développement de l'éducation à la sexualité dans les écoles publiques évidemment, est très inquiétant à ce niveau-là parce que on voit tout de suite les dérives que ça implique. C'est-à-dire que on voit et on observe déjà dans les faits, dans les statistiques, dans tout, dans les témoignages même aujourd'hui en Occident. Alors c'est vraiment le cas aux États-Unis, ça commence déjà à l'être en France et en Europe. On voit des parents qui encouragent leur enfant à 10 ans à changer de sexe, par exemple. L'enfant exprime des incertitudes à ce niveau-là et ceux qui ont des enfants le savent, ça arrive souvent. C'est-à-dire que les enfants sont un peu perdus, évidemment, par rapport à la sexualité, et c'est normal, c'est pas du tout un problème. Mais on a des parents, désormais, et tout un appareil étatique, désormais, et même médiatique et politique, et qui encouragent, je dirais, le traitement adulte de cette question. Et à cet endroit-là, il me semble très important de poser de la clarté sur le fait que les intérêts du système familial ne sont absolument pas les mêmes que les intérêts du système étatique. C'est-à-dire que on a effectivement des adultes qui changent de sexe, bon, soit, quelque part ça les regarde, mais aujourd'hui, on transfère cette possibilité aux enfants, et les adultes qui les encadrent, parce qu'un enfant est toujours encadré par des adultes, les adultes qui les encadrent poussent dans un sens ou dans l'autre, et évidemment toujours dans le sens du changement de sexe. En tout cas, ce sont les cas les plus dramatiques, et donc qui commettent quasiment un crime contre les enfants, puisque dans une société classique et traditionnelle, ces gens-là seraient inculpés directement pour maltraitance,
ou à but de faiblesse. Donc on est vraiment dans quelque chose de complètement sordide, et ça c'est la conséquence directe effectivement de la mise en avant de l'enfance et de sa mise à égalité par rapport au monde adulte. C'est le cas donc dans le domaine de la sexualité. Ça peut avoir aussi d'autres conséquences très fâcheuses également. Et avec un autre filtre, c'est simplement la remise en scène du sacrifice de l'agneau. Et c'est pour ça que je trouve que votre livre est très actuel, finalement, même si vous dites que vous avez commencé à y songer pendant la période Covid, mais je trouve qu'il est d'autant plus actuel avec tout ce qu'on vit en ce moment. Et c'est vrai qu'on remarque que les adultes sont de plus en plus immatures. Alors on le vit au quotidien aussi. On a parlé du travail, on le voit à la télé. Vous parlez aussi. Vous évoquez beaucoup le gauchisme. Alors là, on est vraiment dans la pure actualité avec les élections qui viennent de se dérouler, j'ai envie de dire. Et vous dites que le gauchisme est en partie responsable de cette immaturité chez l'adulte. Par quel biais se traduit cette responsabilité? Alors, ce que j'appelle le gauchisme dans le livre, c'est une définition qui est un peu contestable, évidemment. C'est un terme un peu fourre-tout. On peut y mettre un peu ce qu'on veut. Réducteur, oui. La définition, voilà, que moi je donne dans le livre, elle est très très simple. Hein. J'appelle gauchiste les gens qui veulent absolument être de gauche. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette envie d'être de gauche? C'est que ces gens-là considèrent que la gauche c'est le progrès et que le progrès c'est le bien. Derrière, il y a toujours un progressisme. C'est toujours cette idée que on va transformer la société puisqu'on identifie dans cette société des imperfections morales, des choses qui étaient admises auparavant, mais qui ne doivent plus l'être aujourd'hui, et qui doivent donc être transformées. Et le gauchisme, c'est une idéologie déjà beaucoup plus répandue qu'on l'imagine au premier abord. On a l'impression que ça concerne que les gens qui ont des cheveux verts ou des cheveux bleus, mais c'est pas tout à fait le cas. Hein. On peut tout à fait trouver des personnes de 70 ans qui sont des gauchistes, et on en voit beaucoup d'ailleurs dans les médias, ou même tout autour de nous. Et l'impact de cette idéologie, c'est que son leitmotiv, c'est la destruction de tout ce qui est traditionnel, d'une certaine manière, puisque tout ce qui est traditionnel exerce une sorte de contrainte sur nous, puisque la tradition nous transmet quelque chose du passé et nous oblige d'une certaine manière, elle nous oblige avec des guillemets, hein, elle nous incite, elle nous invite à nous comporter comme nos ancêtres, ou à avoir le même système de valeurs que nos ancêtres, et donc elle pèse sur la société, ces traditions, en obligeant les individus, en invitant les individus à se comporter d'une certaine manière et pas d'une autre, et à respecter des codes que la civilisation en question dans laquelle on se trouve a considérés comme allant de soi et comme devant être observés. Alors là, c'est intéressant parce qu'on pourrait croire qu'on est sur la même ligne, mais en fait, là, il parle vraiment de la tradition avec un petit t, et non pas de la tradition avec un grand T, même si, bon, là, je pinaille encore. Vraiment, à ce stade de l'exposé, je me dis, bon, très très bien, je suis encore étonné, là, en enregistrant cette vidéo, parce que là, je l'écoute pour la deuxième fois. La première fois, je l'avais écouté pour mon bon plaisir. Je me demande comment, sur une base aussi claire, lucide et solide, on va ensuite partir totalement dans le cosmos. Le gauchisme lutte contre toutes les traditions, et ce qu'on voit, c'est qu'il a atteint aujourd'hui une masse critique. Il a dépassé largement cette masse critique, d'ailleurs, et qui commence à avoir un effet direct sur les traditions. Et quand je dis aujourd'hui, je pense qu'on peut parler des dernières décennies, puisque dans sa version, je dirais, spectaculaire, le gauchisme est apparu en France, notamment en 68, et il n'a pas cessé ensuite de dérouler son programme, d'une certaine manière. Et on pourrait même remonter, si on voulait, à bien avant 68, mais c'est un autre sujet. En tout cas, son effet est palpable. Toutes les traditions, les unes après les autres, tombent, et l'effet de la chute des traditions, de l'effondrement du lien que nous entretenons avec notre passé, et donc ce lien qui nous obligeait à nous comporter d'une certaine manière, à ne pas dépasser un certain cadre, les conséquences de cet effondrement, c'est qu'aujourd'hui, l'individu, je dirais, occidental, est coupé de ses racines, bon, ça on le sait, coupé de tout ce qui le rattache donc à la terre, au ciel, à son passé, et donc à la communauté élargie à laquelle il appartient. Et l'individu est replié sur lui-même. On dit souvent, les gauchistes qualifient souvent l'extrême droite, ou ceux qu'ils identifient comme étant d'extrême droite, comme étant repliés sur eux-mêmes. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ceux qu'ils qualifient d'extrême droite, généralement, s'intègrent dans un certain ordre traditionnel, et donc ils sont reliés à tout un tas de gens, à tous ceux qui ont les mêmes traditions qu'eux au même moment, mais aussi à tous leurs ancêtres.
On en revient toujours à mon grand dada, qui est que pour éprouver de la fraternité, il faut un père commun, donc il a tout à fait raison. Les gens d'extrême droite ont un père commun, que ce soit Dieu s'ils sont théistes ou au moins la nation s'ils sont athées. Mais en tout cas, dans tous les cas, il y a un ensemble de représentations communes qui les contient. Là où effectivement, le gauchisme, LGBTisme, on est vraiment dans l'enfer et divisé contre lui-même. Mais je radote, je vous en avais déjà largement parlé sur la chaîne. Un petit aparté. Parce que il exprime très très bien comment les traditions se font détruire les unes après les autres par le progressisme. Simplement, l'artifice épistémologique pour ce faire est toujours le même. Les traditions sont nécessairement basées à un moment donné sur une composante analytique du réel, là où l'approche progressiste et le scientisme qui va avec sur une approche systémique. Autrement dit, dans les approches traditionnelles, on postule toujours à un moment donné une certaine forme d'essence des choses, d'ontologie, d'être-té, là où l'approche moderne, rationnelle, rationaliste, scientifique et LGBT va dire non, on ne va pas postuler l'ontologie. Pourquoi postuler l'ontologie lorsque l'on peut utiliser des hypothèses plus parcimonieuses? Et en sortant ainsi le rasoir d'Occam, eh bien le rasoir va finir par trancher tout ce qui n'est pas en accord avec cette vision moderne. Et voilà, ça renvoie là encore bien sûr au niveau de réalité, à l'articulation de tout ceci. Mais le piège épistémologique est toujours celui-ci. Et c'est là où c'est important de se mettre une espèce de petite lanterne, de petit fanal comme ça à chaque fois que quelqu'un veut mettre en avant cet argument de dire pourquoi est-ce que on postulerait justement des hypothèses non démontrées et pourquoi est-ce qu'on transgresserait le rasoir d'Occam, et d'où le fait de ne pas être dans une approche purement rationnel plafonné, d'où l'importance d'avoir conscience des facteurs émotionnels et psychologiques, parce que au-delà du raisonnement brut se jouent bien évidemment des choses au niveau psycho-affectif et, oserais-je dire, au niveau anthropologique. Et le gauchiste, lui, et même, je dirais aujourd'hui l'individu occidental, d'une certaine manière, puisque le gauchisme a produit ses effets, est atomisé. Il est réduit à une entité individuelle ou, à minima, communautaire restreinte, sur des critères complètement superficiels comme la couleur de peau, l'orientation sexuelle ou des choses comme ça. On se regroupe dans des mini-communautés qui sont de toute façon destinées à être elles-mêmes morcelées, puisque si on parle de l'orientation sexuelle, par exemple, on voit bien qu'au début, il y avait effectivement un regroupement chez certains militants homosexuels, un regroupement entre eux, et puis ensuite, il y a eu l'apparition de la transsexualité, et ensuite, il y a eu le gender fluid et toutes ces choses-là, et on voit qu'aujourd'hui, toutes ces communautés sont segmentées de plus en plus, et on se retrouve effectivement à la fin tout seul, évidemment tout seul, avec son nombril quelque part, à se regarder, à jouer la victime. Et effectivement, c'est l'un des ressorts de tout ça. Et l'effet de tout ça, ce qu'il faut bien comprendre derrière tout ça, c'est que nous sommes dans un système qui profite de tout ça. Et ce système, c'est notre réalité, je dirais matérielle et la réalité productive du monde. C'est que nous sommes dans un système de production capitaliste qui, lui, se nourrit de ça, puisqu'il n'y a rien de plus facilement échangeable et marchandable qu'un individu atomisé. Quelqu'un qui est déraciné, quelqu'un qui est coupé de toutes les traditions, qui n'a plus aucune identité d'une certaine manière, va très naturellement se jeter sur la consommation. Et vous n'avez rien vu, c'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, ça n'est qu'un début. Le projet va beaucoup plus loin. Il est vraiment question de faire exploser la famille et de confier directement les enfants à des agents de l'État assermentés. C'est-à-dire que là, on est vraiment au prodrome de ce qui est en train de se passer. Soyons bien conscients de ça, les amis. C'est-à-dire qu'il va adopter tous les produits et les services que le marché lui offre, puisqu'il n'y reste plus que ça, en réalité. Donc on est dans une situation où oui, le gauchisme a produit des effets dévastateurs, pas que le gauchisme, mais d'une certaine manière la volonté de détruire les traditions. On pourrait élargir un peu le spectre, c'est pas que du gauchisme, c'est bien plus que ça, c'est le progressisme d'une manière générale, et le progressisme mal compris en plus. Et donc oui, il y a des effets, ils sont destructeurs, et à la fin, si je veux résumer en une phrase, à la fin c'est le marché qui gagne. Alors effectivement, moi je voudrais quand même souligner sur les dérives sexuelles, parce qu'en ce moment je suis très surprise en plus qu'on fasse la promotion par exemple de, je sais pas si vous connaissez la dendrophilie. Alors c'est le fait d'être attiré sexuellement par les arbres. Et non mais c'est vraiment pas une blague, je vous assure que c'est pas une blague. Donc je me dis que là on va très loin. Il y a aussi la riviérophilie. Et je me dis que là,
et il faudrait tolérer en fait ce genre de comportement, ce genre de dérive sexuelle. Donc j'ai l'impression que là on est complètement aussi dans votre thème d'immaturité. Et donc on parlait en fait de toutes les traditions qu'on veut carrément éliminer, faire disparaître de toutes nos valeurs aussi, parce que là c'est pas que les traditions, là on parle de nos valeurs. Et je me dis en fait quel monde nous attend demain si, alors en plus d'encourager le changement de sexe chez les enfants, en plus de tolérer les gens qui auraient des attirances donc sexuelles vis-à-vis des arbres, où va-t-on quoi? Ce qui est intéressant je ne connaissais pas le mot ni même la pratique, mais ce qui est intéressant et très révélateur, c'est que toute cette transformation du monde à laquelle on assiste aujourd'hui aboutit à quelque chose de très radical à la fin. C'est-à-dire que je parlais de la privation d'identité progressive à force de détruire toutes les attaches, toutes les traditions, tous les liens que nous entretenons entre nous et avec nos ancêtres et avec, je dirais, un ordre classique, quelque chose qui se répète dans la durée. Si on détruit tout ça, la possibilité et même, je dirais, la destination assez logique, c'est que toutes les dimensions de l'identité humaine vont être contestées. Pas seulement l'appartenance communautaire ou des choses comme ça, mais aussi, ou même la nation, des grands ensembles comme ça, mais aussi, il faut bien comprendre qu'à la fin, et c'est déjà le cas, et vous venez de le décrire, à la fin, on finit par contester même son appartenance au genre humain. Et en soi, c'est là où je vais commencer à diverger avec Thomas Boussion, mais là encore, ça n'est pas très grave qu'on ne soit pas d'accord sur des détails. Pour l'instant, globalement, je le rejoins totalement. Ce qu'il décrit, la remise en question d'absolument tout et n'importe quoi, fait partie de l'évolution humaine. Elle aura lieu, inexorablement, parce que ce sont des questions qui se posent. Le problème là, en fait, on est en plein biais cognitif de présentéisme. C'est-à-dire que le problème, en fait, qu'il décrit, et qu'il décrit vraiment avec une grande justesse, je trouve, c'est le problème, il croit que c'est le problème de la déconstruction, alors que c'est le problème de la déconstruction sans construction. Autrement dit, il attribue à la déconstruction un certain nombre de problématiques qui ne proviennent que de l'absence de construction. Mais la phase de déconstruction, lorsque la phase de construction a été convenablement exécutée, n'entraîne absolument pas tout ce qu'il décrit. Bon, c'est une bonne occasion pour vous, auditeurs, de pouvoir contempler un biais cognitif de présentéisme assez fin, assez subtil et surtout en contexte. Ou alors à contester même que le genre humain doit s'accoupler uniquement avec le genre humain. Il y a quelque chose de très logique là-dedans. Enfin ça, je pense que ça doit faire des milliers d'années que on encule des chèvres. Hein. Je porte pas de jugement de valeur là-dessus. Je constate juste que anthropologiquement, mon petit doigt me dit que ça n'est pas depuis le XXe siècle qu'on fait ce genre de choses. Voilà. Après, je rentre pas dans des considérations morales évidemment, et puis vous doutez bien ce que j'en pense. Si on se met dans la tête d'un jeune adulte complètement perdu et qui veut absolument se détacher, s'abstraire s'extraire de toutes les traditions, de toutes les contraintes qui pèsent sur lui, il va finir par contester même la contrainte, je dirais, humaine. C'est-à-dire qu'il va finir par considérer les animaux comme ou les plantes comme l'égal de l'humanité. Je crois que ça a un nom, je crois que c'est l'antispécisme ou le spécisme. D'ailleurs, je me suis pas penché sur la question, mais je crois que ça commence par là. C'est pas tout à fait ça, mais dans le fond, tu as quand même raison. Donc on s'en fiche que tu aies pas les détails. Et on retrouve là donc toutes les composantes d'une spiritualité de femme, comme je vous l'avais expliqué déjà précédemment. Et ça n'est d'ailleurs pas pour rien que l'antispécisme, sociologiquement, est très fortement corrélé au féminisme, au LGBTQisme et à différentes formes de progressisme. C'est-à-dire qu'on considère que les animaux et les êtres humains sont du même registre, c'est-à-dire que en termes de civilisation, ils valent la même chose. Voilà, c'est-à-dire que c'est un retour à l'indifférencié, hein, c'est un retour dans le ventre de maman, hein, quelque part, ce sont des pulsions grégaires régressives, retour à l'indifférencié, que très très souvent, ces gens-là confondent avec l'unité. Et c'est vrai que d'un certain point de vue, on peut confondre l'unité et l'indifférencié, ça n'est absolument pas la même chose. C'est-à-dire que, voilà, on peut pratiquer la sexualité avec un arbre aujourd'hui, puisque, quelque part, qu'est-ce qui nous oblige à ne pas le faire? Donc voilà, donc la contestation de toutes les traditions aboutit effectivement à la contestation même de l'humanité, finalement. Et vous ajoutez même dans votre livre que
que cette immaturité, en fait, cette infantilisation plus particulièrement, en fait, ça encourage à briser la virilité, briser la féminité, briser aussi la maternité par le biais de mener une offensive contre, je vous cite, la possibilité pour une femme de devenir mère. Oui, ça c'est quelque chose d'assez important et c'est quelque chose de très observable quand on fréquente un peu les milieux que j'appelle gauchistes. C'est la contestation des catégories du masculin et du féminin. C'est ce qu'on appelle l'idéologie non binaire notamment. C'est très répandu aujourd'hui, beaucoup plus qu'on l'imagine parfois quand on se tient à distance de ces milieux. C'est très très répandu. Je dirais même que c'est une épidémie ou une vraie pandémie cette fois-ci. Et la contestation de ces catégories est quelque chose de très important. Notez aussi comment ces catégories s'aménagent très très bien, donc à la fois avec l'émergence de jeunes filles qui ont un OnlyFans et donc qui n'ont plus aucune vertu, on pourrait dire en termes un petit peu traditionnels, que probablement ils nous sortiront des textes pour abaisser la majorité sexuelle à 11 ou 12 ans dans 10 ou 20 ans à coup d'ingénierie sociale, et que en même temps le fait d'entraîner ces gens-là à douter de leur identité sexuelle et de leur place sociale là-dessus, c'est-à-dire de rendre les rôles de père et de mère plus difficiles à endosser. Pour ces gens-là, la contestation des catégories du masculin et du féminin, puisque c'est ce que j'essaie d'expliquer dans le livre, ce sont deux catégories qui définissent, si on devait en retenir que deux, ce serait celles-là qui définissent le passage de l'enfance à l'âge adulte. C'est l'acceptation de ces catégories du masculin et du féminin. Quand on est un enfant, qu'on soit un garçon ou une fille, on a en germe, c'est-à-dire en nous, physiquement parlant, la possibilité, ou plutôt même le destin de devenir un homme ou une femme, physiquement parlant. Mais donc, si notre corps se transforme de manière automatique par l'adolescence, par la puberté, notre esprit, lui, doit, d'une certaine manière, accomplir ce passage aussi au même moment. Et c'est un passage beaucoup moins automatique, beaucoup moins facile, notamment aujourd'hui, où la société ne nous fournit plus les structures pour que ce passage se fasse de manière automatique, justement. Donc, dans la tête d'un jeune garçon, par exemple, ce qui va se passer à l'adolescence, c'est qu'il va avoir son corps changé. La jeune fille, c'est exactement le même principe. Son corps change et c'est ce qui l'invite à devenir un homme. C'est pas un passage automatique, encore une fois, dans l'esprit du garçon, mais c'est ce qui l'invite à le devenir. Et le garçon sait très bien que le monde adulte, ce sont des hommes et des femmes. Ce ne sont pas des individus en puissance, ce sont des individus qui ont réalisé, ou qui sont censés l'avoir réalisé en tout cas, le devenir homme ou le devenir femme. L'un des moyens pour l'adolescent gauchiste, justement, l'un des moyens de contester les structures classiques du monde adulte, du monde qu'il identifie comme une contrainte et même une forme de fascisme, selon les mots utilisés. L'un des moyens de contester ce monde, c'est de contester la racine même de ce monde adulte, qui sont les catégories du masculin et du féminin. Cela a aussi une conséquence directe sur la baisse de la natalité, ce qui correspond très très bien aux velléités des frères 3 points et des individus en position de dominance. Et ça n'est pas être complotiste de le dire, puisque ces velléités sont affichées noir sur blanc sur un monument aux États-Unis. Je vous mettrai la page Wikipédia dans la description. Et il est normal que chaque individu à l'adolescence conteste toute une partie de l'héritage des générations passées. C'est le principe même de l'adolescence. Simplement, ce qui est beaucoup plus pervers, ce qui est beaucoup plus pathologique, c'est que les adultes les soutiennent dans cette contestation. Et c'est pour cela, justement, qu'il convient de ne pas mettre la pensée déconstructiviste entre toutes les mains. Et parce que justement ça a un impact absolument désastreux sur les cerveaux qui ne sont pas terminés. Je vous rappelle que ça se termine vers 25 ans, ces choses-là environ, au mieux, et que cette verticalité dans le contrôle de l'accès au savoir déconstructiviste se marie très très mal avec l'universalisme des Lumières. Et donc là, il y a de toute évidence la nécessité d'une fonction paternelle contenante qui s'est perdue en chemin, malheureusement. Et l'exemple de la maternité pour les filles et pour les femmes est important, puisqu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a une véritable offensive contre la maternité. On explique aux femmes qu'il est important de privilégier leur carrière jusqu'à ce qu'il soit vraiment le temps in extremis, c'est-à-dire après 30 ans,
pour avoir des enfants et que avoir des enfants avant, c'est une mauvaise idée puisqu'on ne construit pas sa vie comme femme indépendante, etc. Vous avez à peu près autour d'une femme sur 2 à 30 ans qui n'a pas encore fait d'enfant. C'est absolument énorme. En tout cas, c'est du jamais vu à ma connaissance. On a aussi tout un discours et le résultat, de ça, c'est déjà que des femmes se retrouvent à 35 ans quelque part à choisir par défaut des hommes avec qui avoir des enfants le plus vite possible parce qu'elles savent que biologiquement ça va commencer à poser un problème. Et il y a évidemment une réduction des naissances dans tout le monde occidental, en tout cas chez les populations de souche européennes notamment. L'autre aspect de ça qu'on observe de manière un peu plus marginale mais de plus en plus présente aujourd'hui, c'est l'amplification du bruit et de la propagande autour de la transsexualité, et notamment le fait que désormais des hommes pourraient avoir des enfants. Alors effectivement, quand on entend ça dans les médias ou dans la bouche des militants, qu'est-ce que c'est qu'est-ce qu'ils décrivent comme phénomène? Ils décrivent le phénomène de femmes, d'individus qui ont des organes génitaux féminins, qui veulent devenir des hommes, qui prétendent devenir des hommes à force de chirurgie, évidemment d'habillement et d'hormones, etc. Et qui évidemment peuvent avoir un enfant puisqu'elles ont un utérus fonctionnel, mais qui se prétendent hommes, et on nous présente ça comme les hommes désormais, comme l'accouchement des hommes. On retrouve là encore les mêmes principes utilisés notamment très très bien par Macron de substituer au réel une hyper-réalité pour ensuite, par un tour de passe-passe, prétendre que l'hyper-réalité va donc remplacer le réel. Alors que le principe de l'hyper-réalité, c'est qu'elle s'ajoute aux besoins au réel, mais on peut très facilement se laisser avoir par un mécanisme de substitution. Bref, j'ai déjà développé ça sur la chaîne, je me tais. C'est une inversion totale de la réalité, et évidemment, aucune femme ne peut devenir un homme et aucun homme ne peut devenir une femme, même avec la chirurgie la plus poussée du monde, puisque être un homme ou être une femme, c'est autre chose. C'est bien plus qu'un corps, c'est le corps, et c'est le rapport au corps, entre le corps et l'esprit. Donc vous pouvez pas retrancher la construction mentale d'une personne à coup de bistouri, ça se fait pas comme ça. Voilà, donc ces femmes ne deviennent jamais des hommes, pour autant on présente, disons, l'enfantement comme désormais quelque chose qui peut être à la fois partagé par les femmes et les hommes. Et donc, ce faisant, on casse la sacralité du féminin, et on empêche, je dirais, on détruit la catégorie, tout le sacré qui entourait la catégorie féminine jusqu'à aujourd'hui dans nos sociétés. Voilà. Alors vous abordez également le mécanisme de dérision qui est certainement en lien avec cette cassure de la sacralité, parce que le mécanisme de dérision, vous en dites que c'est un mécanisme qui devient d'autodéfense. Comment il se traduit chez cet être immature, ce mécanisme de dérision? Alors la dérision, ça peut avoir plusieurs sens. La dérision, tel que je l'entends, c'est le réflexe qui consiste à éviter à tout prix de passer dans le sérieux du monde adulte. C'est-à-dire c'est ce réflexe qu'ont beaucoup d'adultes qui veulent rester des enfants, justement, de tourner en dérision tout un tas de choses très importantes sur lesquelles les civilisations sont construites. Par exemple, je parlais tout à l'heure du travail productif. Et la dérision, c'est l'un des moyens, je dirais, de mettre à distance le monde adulte. Alors oui, l'humour est un mécanisme de défense. Il a, encore une fois, parfaitement raison. Et l'humour est également un des signes du plus haut niveau de liberté intérieure. Là, il ne présente l'humour que d'un seul point de vue. Je trouve ça dommage. On pourrait dire que l'humour est des deux côtés de la courbe de Gauss, à la limite. Vous allez voir que c'est pas très très étonnant qu'il ait omis cette partie de l'exposé. Bon. Alors, il s'agit pas de dire qu'il faut jamais avoir d'humour et qu'il faut jamais tourner les choses en dérision. Bien sûr que non. On peut faire beaucoup d'ironie. On peut avoir un humour que je pourrais qualifier d'adulte, c'est-à-dire un humour qui révèle certaines choses du monde réel. Pas de problème là-dessus, évidemment. Non, on peut aussi avoir un humour de gros gamin, justement, et un des plus beaux compliments que quelqu'un m'ait jamais fait, c'était un jour, j'étais avec quelqu'un qui m'a dit, c'était une amie qui m'a regardé avec un grand sourire et qui m'a dit, je crois que tu es une des personnes les plus sages et les plus immatures que je connaisse. Et c'était probablement un des plus beaux compliments que l'on m'ait jamais fait, dans le sens de l'être humain, même adulte, a comme tâche, comme devoir de grandir tout en protégeant autant que faire se peut son enfant intérieur.
c'est-à-dire de lui permettre de pouvoir atteindre un âge avancé sans que celui-ci ne meure. Alors bien sûr que c'est une métaphore, enfant intérieur, mais toute personne qui a déjà vu un vieil homme ou une vieille femme ridé, aux cheveux blancs, à la peau tachetée, etc., d'une profonde maturité et d'une profonde sagesse, rire avec la même fraîcheur qu'un enfant, comprend exactement ce que je veux dire. Mais tourner en dérision, c'est-à-dire se moquer principalement du monde classique, adulte et traditionnel, c'est une manière de le mettre à distance pour essayer justement de réduire l'emprise ou l'influence que ce monde pourrait avoir sur soi-même. Oui, là on est dans l'humour comme mécanisme de défense, on est dans l'humour de quotidien, de France Inter, pas de problème. Je vois très bien ce que tu veux dire. Donc par exemple, on pourrait identifier dans cette catégorie de la dérision un peu infantile tout ce qui consiste à chez les jeunes, on le voit bien, ça se fait beaucoup, tout ce qui consiste à se moquer d'une jeune fille justement, par exemple, pour reprendre l'exemple de catégorie masculin-féminin, une jeune fille qui s'habillerait en robe longue, qui je ne sais pas, qui aurait par exemple un pendentif, une croix en pendentif, des choses comme ça, qui rappellent le monde traditionnel. Et beaucoup de jeunes filles aujourd'hui identifient ça comme une menace contre leur enfance, puisqu'elles identifient à raison que ces choses-là, même si c'est pas la robe longue ou le crucifix qui va faire de vous un adulte, évidemment pas, mais ce sont des apparences qui rappellent un monde traditionnel et qui invitent les jeunes filles à se considérer comme un petit peu sacrées justement et qui menacent toute cette jeunesse, comment dire, à qui on a donné quelque part toutes les possibilités du monde. C'est-à-dire qu'on a enseigné aux jeunes filles aujourd'hui, et aussi aux jeunes garçons d'ailleurs, que la sexualité, par exemple, c'est quelque chose à prendre à la légère. C'est quelque chose de pas très important. La preuve, on peut même en éliminer les conséquences avec l'avortement, la contraception, etc. Donc tout ça est rentré dans les mœurs, et je pense qu'il n'est pas rare dans la rue, dans les cours de lycée, etc., de voir des jeunes filles, notamment, parce que les filles sont très cruelles entre elles, les jeunes filles se moquer de celles qui ont une apparence un peu trop traditionnelle, parce qu'elles sont mises quelque part devant la possibilité de devenir adulte à ce moment-là, c'est-à-dire de maîtriser son corps, de maîtriser ses pulsions également, de maîtriser tout un tas de choses, ce qui veut pas dire que l'adulte obligatoirement se range dans une tradition d'interdiction de la sexualité avant le mariage ou des choses comme ça, pas nécessairement, mais simplement il y a comme ça toute une nouvelle culture qui s'est instaurée, qui consiste à tourner en dérision absolument tout ce qui est traditionnel. Ce n'est pas une culture qui a un objectif politique. C'est simplement que ces jeunes gens, et ça continue malheureusement chez des gens bien plus âgés, ces gens-là essayent de mettre à distance tout ce qui peut les inciter à sortir de l'enfance et à passer à l'âge adulte, justement. Bon, là, pour moi, il fait plus du militantisme politique que vraiment de l'analyse. Je comprends ce qu'il veut dire. À la limite, dans une société libre, ces gens-là seraient parfaitement autorisés à se gausser de tout ce qu'ils veulent, y compris des symboles religieux du voisin. Et ils auraient simplement du mal avec le principe de réalité et ils finiraient par être darwiniennement sélectionnés puisqu'il y a quand même peu de chances que à long terme en tout cas cela survive. Bon, ok. En même temps, t'as le droit de faire du militantisme politique. Voilà, tant qu'on me vend pas ça pour de l'analyse rigoureuse, ça me va. Alors vous abordez également la communication non violente. Ah, et c'est là que le drame commence. Alors qui s'applique à la fois aux enfants et aux adultes. Alors vous êtes très critique vis-à-vis de cette communication, de cette CNV. Alors moi j'avais hâte à ce stade d'entendre les critiques. Qui pourtant a pignon sur rue, on va dire. Pour quelle raison selon vous, en tout cas, contribue-t-elle à cette infantilisation ? Alors, pour rappeler ce que c'est rapidement la communication non violente, c'est je crois que c'est parti des États-Unis, je ne sais plus comment s'appelle celui qui a inventé le concept, mais c'est parti des universités. C'est Carl Rogers. Voilà. Rogers. Eh ben non, perdu. Carl Rogers a fondé la psychothérapie centrée sur l'individu. Le fondateur de la CNV, c'est Marshall Rosenberg. Alors,
honnêtement, j'ai pas envie de pointer du doigt ce genre de petits défauts un peu nuls et un peu mesquins. Je pense que ça peut arriver à n'importe qui d'oublier qui a été le fondateur de telle discipline. À un moment, il suffit qu'il ait pas beaucoup dormi. C'est quand même suspect dans le sens où quiconque s'est un petit peu approché de la nébuleuse CNV sait qu'il y a quand même une espèce de quasi-culte de la personnalité autour du fondateur Marshall Rosenberg. Donc c'est vrai que c'est un petit peu... Enfin, je veux dire, ce serait comme parler de porno italien et de jamais citer Rocco Siffredi, vous voyez. Ce serait quand même un petit peu étrange, mais enfin bon, après tout, pourquoi pas. Voilà. C'est parti des universités américaines et l'idée c'était d'étudier les relations, notamment, je crois, en entreprise. C'est presque une vision managériale. Non, pas du tout. Mais pas du tout. Donc là, déjà, je devine que... Enfin, je devine, non, en fait, si je devine, je l'ai écouté avant, en fait, c'est un personnage. Que tu vas dire des conneries, Thomas Boussion! Et dans cette théorie, l'idée, c'est que les objectifs que les êtres humains se donnent quand ils font des activités de groupe, par exemple la production, quand on est dans une entreprise, ces objectifs sont plus facilement atteints quand on utilise une communication non violente que quand on utilise une communication plus traditionnelle. C'est vrai, tu as raison, mais ça n'a rien à voir avec la CNV, tu as raison. Plutôt que de fouetter les gens, tu utilises un peu de soft power et les gens travaillent mieux parce qu'ils ne rechignent pas à le faire et tu les manipules. Mais ça n'a rien à voir avec de la CNV, bordel de merde, que ça m'énerve. C'est-à-dire basé sur un émetteur qui émet des informations et le récepteur qui est chargé de les recevoir. Point. La communication non violente essaye de modifier tout ça. Et elle essaye notamment de prendre en compte le paramètre émotionnel en intégrant dans cette relation entre l'émetteur et le récepteur une prise en compte, une sorte d'empathie, une sorte de compassion même pour les émotions de l'interlocuteur. J'adore comment il dit une sorte de compassion, une sorte d'empathie. Je le vois presque qu'essaie de toucher l'empathie avec un bâton de loin, quoi. Ça veut dire concrètement que dans la communication non violente, quand on veut faire passer un message à quelqu'un... Non, alors déjà non. C'est-à-dire que en fait, déjà, la CNV, le but de la CNV, c'est pas de faire passer un message à quelqu'un. Déjà, de base. Donc déjà là, t'es en train de confondre des approches managériales, manipulatrices, qui sont tout à fait critiquables et dont tu fais la critique. Donc j'ai pas de problème à ce qu'on fasse la critique de ce genre de méthode, mais ça a juste rien à voir avec la CNV. Tu rates juste ta cible, en fait. Quand on veut, par exemple, lui adresser une critique, on va lui dire « ce que tu fais est vraiment super. En revanche, sur ce point-là, je suis pas tout à fait d'accord. » Ce qui n'invalide en rien par ailleurs tout ce que tu fais de bien. Donc là, ce que je viens de faire, c'est une sorte de... J'ai émis une critique, mais je l'ai prise en sandwich entre deux choses positives, si vous voulez. Et cette technique, donc, effectivement dite du sandwich, qui est un classique du management d'équipe, je veux dire, c'est vraiment niveau ceinture jaune, ça n'a rien à voir avec la CNV. Ça n'est pas enseigné en cursus de CNV. Et le but de tout ça, ce serait d'améliorer, évidemment, le ressenti au travail, et par ricochet, j'ai envie de dire, par effet de bord, essayer de faire en sorte que les objectifs de cette unité de production soient atteints. Or, en CNV, on dit exactement l'inverse. En CNV, on dit ce qui compte, c'est la qualité de la relation humaine, la qualité de la connexion. Et en CNV, on fait passer cette qualité de connexion de relation avant l'atteinte des objectifs. C'est-à-dire qu'on préférera avoir une connexion de cœur à cœur de bonne qualité et que les objectifs ne soient pas atteints plutôt que de sacrifier l'individu sur l'autel de l'objectif. C'est-à-dire que là, tu fais non pas une erreur d'analyse, Thomas Boussion, mais un contresens complet. Donc c'est une idéologie, une façon de voir les relations humaines dans le travail, et pas que d'ailleurs, qui se développe énormément et qui se diffuse beaucoup. On le voit il suffit de travailler en entreprise pour le voir en réalité. C'est dans tous les secteurs. Au début, c'était plus ou moins réservé à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. En tout cas, en France, on peut penser que ça l'est. Et c'est là où, en nommant mal les choses, tu ajoutes du malheur au monde, puisque tu vas nous dire que ou alors tu nous parles de CNV, mais en fait tu n'y connais rien, donc il y a un problème quelque part dans ton référentiel, puisque tu parles de ce que tu n'as pas étudié manifestement, c'est évident pour n'importe qui a fait juste 2 jours de CNV, le voit comme le nez au milieu de la figure. Ou alors tu es en train de nous dire qu'il y a des techniques de management d'entreprises qui sont utilisées dans des milieux d'économie sociale et solidaire qui procèdent d'un tout autre niveau de réalité. Dans les deux cas, il y a vraiment baleine sous gravillon. L'économie sociale et solidaire, donc ce sont les associations, les fondations, les coopératives et toutes
ces structures-là. Et on va en parler, Thomas Boussion. Mais j'aimerais revenir sur l'exemple que vous avez donné. En quoi ça pose problème d'émettre ce genre de remarques? Parce que finalement, quand vous l'avez prononcé, je me suis dit oui, bon, ça peut être une alternative de dire les choses en fait finalement. En quoi ça pose problème? C'est effectivement le cas. C'est toujours plus agréable la manière dont je l'ai présenté là, que de l'entendre de la part de votre chef qui vous dit t'as fait de la merde sur ce point-là, corrige ton erreur. Effectivement, c'est beaucoup plus agréable. Oui. Mais la communication non violente, c'est pas seulement ça, c'est pas seulement une relation interpersonnelle comme ça, c'est aussi il faut penser aux conséquences et je dirais il faut penser surtout à ce que ça traduit d'un état d'esprit. C'est pas la communication non violente qui entraîne l'infantilisation, c'est plutôt l'infantilisation qui entraîne la communication non violente à mon avis. Alors là, je sais pas comment tu vas retomber sur tes pattes avec une proposition aussi acrobatique, mais vraiment, j'attends de te voir, l'artiste, j'attends. Parce que ou alors ça va t'achever et t'enfoncer définitivement, ou alors tu vas vraiment révolutionner ma compréhension des choses. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut le réfléchir la chose. Dans cette relation dite non violente, ce qui se passe, c'est qu'on fait intervenir, comme je le disais, des paramètres personnels, des paramètres, je dirais, non professionnels, l'émotion par exemple, ou en tout cas des paramètres qui sont pas directement reliés à la tâche qu'on s'est donnée. Et ce faisant, on empêche tous les interlocuteurs de la discussion de se concentrer sur le projet de production et on confond tous les domaines. Non, on ne confond pas justement une des premières choses qu'on apprend à faire en communication non violente, c'est justement de bien distinguer les choses. On n'est pas dans la confusion, on apprend bien à distinguer les faits des opinions, à distinguer les stratégies des besoins. Donc justement, il s'agit simplement pour la communication non violente en tout cas, de comprendre que nous ne sommes pas des machines et que nos rapports ont un énorme intérêt à ne pas se limiter à nous envisager uniquement comme des machines productives, mais que simplement, de fait, nous sommes des êtres humains et que si nous voulons avoir une représentation du réel qui soit le plus proche possible du réel, justement, eh bien, nous avons intérêt à prendre en compte cela. Pas forcément pour louvoyer ou pour manipuler, mais simplement parce que, de fait, autrui est un être humain et donc a des émotions, une sensibilité, etc. C'est-à-dire que on va prendre des pincettes avec des individus pour que ils ne prennent pas les choses trop à cœur, c'est-à-dire pour qu'ils ne le prennent pas comme une attaque personnelle en réalité. Oui, ça peut être une bonne idée, oui. Ça s'appelle prendre soin de la sensibilité des gens. Je ne dis pas qu'il faut toujours prendre soin. C'est pas, il n'y a pas non plus un dogme à prendre soin d'autrui. Mais enfin, le principe d'un manager, c'est que son rôle est de tirer le meilleur de son équipe. Donc, il faudra m'expliquer comment est-ce que tu peux tirer le meilleur d'une équipe si quelqu'un est braqué, vexé, voire est à deux doigts de démissionner. Ça me semble être de la stratégie de base, même si on est d'un point de vue stratégique. Là, je suis même pas en train de parler de CNV où on se relie réellement à l'autre pour l'autre parce que l'autre est un autre. Hein. Mais rien que d'un point de vue stratégique déjà, ça a l'air évident, non ? Puisque c'est malheureusement ce qu'on peut observer. Si vous êtes un peu trop autoritaire dans un environnement professionnel ou autre d'ailleurs, beaucoup de gens aujourd'hui vont se braquer tout simplement parce qu'ils prennent vos critiques pour des attaques personnelles, alors que vous êtes dans un rapport de hiérarchie qui est censé être acquis quelque part. Mais un rapport de hiérarchie, ça n'implique pas une absence de respect, et une absence de hiérarchie, ça n'implique pas de dire à quelqu'un « t'as merdé », parce que « t'as merdé », c'est confondre ses propres jugements personnels avec la réalité, c'est écraser le référentiel de l'autre, donc effectivement, oui, tu as raison dans le sens de la vie professionnelle n'est pas l'endroit où on devrait faire sa psychothérapie, pas de problème avec ça, mais pour autant, ça n'est pas non plus ce que dit la CNV. Et que vous faites simplement passer une information de la manière la plus rapide et la plus brutale qui soit pour éviter toute perte de temps et tout affaiblissement du message. Bon, bah je suppose dans ces cas-là que je peux synthétiser mon commentaire de ton analyse par un « Mais ferme ta gueule !» Je suppose que cela t'est plus agréable à entendre puisque c'est un condensé d'informations et que tu préfères entendre un « ferme ta gueule » plutôt que ce que je t'explique que visiblement il y a quelques confusions dans ton discours, etc. Discours qui est parfaitement sensé par ailleurs, qui dispose de grandes qualités comme je l'ai expliqué dans l'introduction de la vidéo. Voilà, et qu'à un moment donné on peut mettre de la nuance et qu'on n'est pas forcément tout le temps dans un état d'urgence dans lequel on doit aller au plus rapide, au plus efficace. Dans les questions d'urgence, en
en effet, alarmé lorsque des gens vous tirent dessus, eh ben on n'est pas en train de dire première classe du puits, est-ce que cela vous dérangerait s'il vous plaît de faire un tour par la gauche pour prendre l'ennemi à revers sur le nord? Effectivement, ça n'est pas adapté. Et tu sais quoi, Thomas Boussion, même en CNV, on est parfaitement conscient de ça. Et donc il y a ce qu'on appelle de la langage girafe d'urgence. Et donc en fait là encore. Ferme-la, ferme-la. Ferme-la à tout jamais, physiquement. Et dans la communication non violente, d'une certaine manière, on prend les gens pour des enfants, puisque on considère qu'ils sont pas capables de faire la distinction entre tout ce qui est de l'ordre personnel, donc tout ce que j'ai dit, tout l'état émotionnel, et les attaques personnelles notamment. Ils sont pas capables de faire la distinction entre ça et la critique professionnelle. Non, ça n'est absolument pas ce qu'on présuppose en CNV, non. Simplement, on sait qu'il y a à l'intérieur de chaque adulte un enfant, et que c'est même souhaitable, que être adulte, ça n'est pas ne plus être enfant, hein, ça c'est vraiment une confusion extrêmement répandue dans certains milieux, et que si l'on souhaite que son message passe, au mieux, effectivement, si l'on souhaite avoir une connexion avec autrui de qualité, parce que c'est ça l'ambition de la CNV, c'est de créer un monde dans lequel les êtres humains se sentent interconnectés, et qu'il y ait des tâches à faire en commun ou non, indépendamment de tout cela. Et donc, on voit bien déjà que ça n'a rien à voir avec un outil de management, c'est un outil pour rendre le monde plus humain, déjà, pour commencer. Donc je vais cesser de t'invectiver parce que en fait en réalité je n'ai aucune joie à te dire ferme ta gueule, en fait aucune. Je faisais ça à but purement pédagogique des fois que tu écoutes cette vidéo et que je serais curieux si tu as envie de m'écrire ou de me mettre en commentaire comment est-ce que tu préfères que je m'adresse à toi, en fait, tout simplement. Et si tu es constitué comme 99% des êtres humains, tu préféreras simplement que je m'adresse à toi sans te réduire à une unité de production parce que tu es un être humain de plein pied, Thomas Boussion. Donc, pour le dire autrement, on considère dans la communication non violente que si je dis tu as tort sur ce point, la personne peut entendre tu es une merde, d'une certaine manière. Oui, ou elle peut l'entendre, effectivement, parce que de toute façon tout le monde peut projeter n'importe quoi sur n'importe quel propos. De toute façon, il y a des gens il y a des paranos. Hein, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps sur la paranoïa. Si vous l'avez pas vue, allez la voir. Mais il y a des gens où vous leur offrez un cadeau, ils prennent ça comme une agression. Donc ça effectivement c'est possible. Mais non, c'est juste que quand on dit tu as tort, on présuppose, la personne qui dit justement ces notions de tort ou de raison sont absolument d'une violence et d'une bêtise incroyable, parce que la notion de tort ou de raison, c'est toujours relatif à un référentiel, Thomas Boussion. Et que dire tu as tort, ça présuppose déjà qu'il n'y a qu'un seul référentiel possible, en fait, qui est celui de la personne qui le dit, ou en tout cas quand elle le dit sur ce ton-là. Et c'est très différent de dire de mon point de vue, tu as tort. C'est pas du tout la même chose. Alors effectivement, derrière, il y a un rapport de force implicite qui est que si jamais c'est ton boss qui te dit ça, normalement c'est son référentiel qu'on va prendre parce que c'est lui le boss, et ça je l'entends très bien, mais c'est justement cette hiérarchisation des rapports professionnels que la CNV prétend réfléchir, voire remettre en cause. Et d'ailleurs, il y a de nombreuses études qui montrent que lorsque l'on agit comme ça de manière plus horizontale, que l'on prend en compte les ressources, les feedbacks des différents acteurs de façon horizontale, on fait moins d'erreurs, on est plus productif et notamment on a moins de grosses erreurs d'inattention parce que on bypass un certain nombre de biais cognitifs. Ça a été écrit vraiment il y a tellement de travaux qui montrent ça. Vous avez par exemple Cialdini qui dans son excellent ouvrage Influence et manipulation mentionne un certain nombre de travaux dans lesquels des études ont été faites, dans lesquels des médecins donnaient l'ordre à des infirmières d'administrer des doses de médicaments absolument contre-indiqués à des malades et où les infirmières, alors qu'elles savaient très très bien qu'il ne fallait pas donner ces doses, s'écrasaient devant la hiérarchie. Parce que la hiérarchie, c'est ça aussi, Thomas Boussion. La hiérarchie, c'est aussi parfois le chef se trompe et tout le monde suit comme des moutons. Et l'intelligence collective que a envie de mettre en avant la CNV, c'est justement de permettre à l'infirmière de dire excusez-moi docteur, mais moi d'après mes connaissances, il me semble là qu'on va le tuer ou en tout cas qu'on va pas agir dans son intérêt. Est-ce que vous pourriez justifier justement à mes yeux en tout cas votre décision? Et donc là, on peut rentrer dans un espace où on n'est plus dans un ordre hiérarchique vertical, mais dans lequel on peut utiliser les compétences de chacun. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des rôles, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas y avoir des gens qui seront responsables de telle ou telle tâche. Ça veut simplement dire qu'on va être dans un monde de dialogue.
Et à moins qu'il y ait une urgence, je reviens sur l'exemple des militaires tout à l'heure, qui pourrait justifier le fait qu'on n'a pas le temps de dialoguer, mais dans l'immense majorité des cas, et c'est dans ces cas-là que la communication non violente essaie d'instaurer plus de dialogue, eh ben on a le temps de le faire. Donc pourquoi est-ce qu'on ne créerait pas, Thomas Boussion, un monde dans lequel on peut discuter et dans lequel les infirmières n'obéissent pas aveuglement aux médecins, et là je dis ça en 2024, mais il suffit de regarder ce qui s'est passé il y a quelques années dans les milieux médicaux pour voir que cette obéissance aveugle à l'autorité a été responsable de dizaines de milliers de morts, Thomas Boussion. Tu n'es pas quelqu'un qui a de la valeur. Et les deux sont naturellement dans un système classique où la hiérarchie et l'autorité est classiquement admise, où tout le monde est un peu d'accord là-dessus, la confusion ne se fait pas, puisqu'on sait que l'objectif prime d'une certaine manière, et que la hiérarchie est là pour ça, justement. Elle est là pour organiser les choses. Alors là, je vous invite à vous exprimer dans les commentaires quant à votre expérience de la chose. Moi, lorsque j'étais dans des systèmes comme ça, je sais pas, je repense par exemple, lorsque j'étais jeune, moi j'ai fait quelques années de scolarité chez les cathos, et où il y avait une hiérarchie un peu claire, un peu traditionnelle, comme dit Thomas Boussion. Et c'est pas très clair que les gens n'abusaient pas de leur autorité. Hein. Moi, mon expérience, c'est même que dans tous ces milieux-là où l'autorité est très forte, que ce soit à l'armée, dans la police, chez les pompiers, eh ben on retrouve pas mal de gens avec des profils sociologiques, avec un taux de sadisme légèrement plus élevé que la moyenne, et qui utilisent justement le fait qu'ils soient dans des positions d'autorité pour se soulager comme des rats de laborie. On retrouve ça aussi d'ailleurs dans l'enseignement, hein, qui n'a jamais eu de professeur investi d'une relation d'autorité, qui n'a pas utilisé justement sa position pour se moquer, se railler, voire se défouler sur certains élèves, que ce soit vous auditeurs ou d'autres personnes dans vos souvenirs. Mais d'avis que c'est plutôt un classique et qu'il y a aussi toute une littérature scientifique qui va dans ce sens, Thomas Boussion. Je crois que tu es en train depuis un bon moment de t'aventurer bien au-delà de ton domaine d'expertise, Thomas Boussion. Dans un contexte de communication non violente, on a une confusion sur tout ça, et la conséquence, ou la cause d'ailleurs, c'est que les gens qui travaillent, les individus, ne sont plus capables de faire la différence entre ce qui est de leur vie personnelle et ce qui est de leur vie professionnelle. Et c'est, je dirais, c'est la traduction. Je ne pense pas que ce soit la cause, mais c'est plutôt la traduction, justement, du maintien dans l'enfance. L'enfance, c'est quand même le lieu de la confusion, et l'âge adulte consiste justement à essayer de séparer, comme ça, d'identifier des distinctions qu'on peut faire entre un objectif, les moyens qu'on réunit pour accomplir cet objectif. Et par exemple, l'âge adulte consiste à comprendre la fonction de la hiérarchie ou la fonction de l'autorité, la fonction même de la discrimination, c'est un autre exemple que je prends dans le livre, la fonction de toutes ces choses-là qui sont des choses verticales, qui rappellent la verticalité, c'est-à-dire il y en a qui savent, il y en a qui savent pas, il y en a qui peuvent, il y en a qui peuvent pas, il y a des personnes compétentes, d'autres qui ne le sont pas. Voilà, c'est tellement nuancé, il y a des gens compétents et d'autres qui le sont pas. Eh ben non, justement, Thomas Boussion, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos où je vous ai expliqué déjà qu'il y avait des études qui montraient qu'il n'y avait pas d'expertise en système ouvert, et que comme l'immense majorité des actions humaines concernent des systèmes ouverts, eh ben en fait non, les choses sont plus compliquées que il y en a qui savent et il y en a qui savent pas, Thomas Boussion, justement, c'est bel et bien le problème en fait. Et quand tu dis que l'enfance c'est l'endroit de la confusion, en fait, tu n'as pas regardé la littérature scientifique sur ce sujet et tu fais un raisonnement par analogie. C'est-à-dire que tu vois l'enfant, tu vois les prérogatives de l'enfant, et lorsque tu vois les mêmes chez l'adulte, ou en tout cas des choses qui te semblent être les mêmes, eh bien tu fais un raisonnement analogique. Et c'est très ironique parce que ce type de raisonnement analogique est plutôt en général du fait des enfants. Voilà. Donc là, c'est le serpent se mord la queue complètement, c'est très savoureux. Non, comme le disent les Chinois, il faut d'abord délier pour relier ensuite. Donc oui, à un moment donné, dans la vie du jeune adulte, être capable de séparer tout ce qui est de l'ordre de l'affect, de ce qui est de l'ordre des rôles sociaux, ça fait partie des apprentissages à apprendre, il n'y a pas de problème. Et puis après, il y a une autre étape à laquelle tu n'as pas encore accès visiblement, Thomas Boussion, je ne sais pas quel âge tu as, mais je te devine pas si vieux que ça en fait, ou dans lequel tu réintègres justement le fait que les individus ont des émotions et qu'ils ne sont pas simplement leur fiche de poste. Et ceux qui sont compétents disent à ceux qui le sont moins comment ils doivent se comporter, et tout ça, normalement, dans un monde, je dirais, classique, est accepté, est compris, etc. Dans le monde adulte, c'est le cas.
en tout cas selon l'archétype, l'idéal adulte que je décrivais tout à l'heure. Moi, je crois, Thomas Boussion, que tu as l'air de bien aimer obéir. Je pense qu'il y a des caractères qui sont plus portés à la conformité, à l'obéissance. Hein. C'est bien mis en évidence par les différentes expériences, les variations autour de l'expérience, de la soumission à l'autorité. Il y a des caractères qui cèdent quasiment systématiquement à l'autorité, d'autres qui ne cèdent quasiment jamais. Donc ça, déjà, il y a probablement certaines composantes génétiques à ça. Bon, bref. Donc en tout cas, on va pas te blâmer là-dessus, Thomas Boussion, il n'y a pas de problème. Simplement, tu ne sembles pas conscient que tout le monde ne partage pas la même propension que toi à avoir une boule dans la bouche et à obéir. Et ça donne une pensée peut-être à cet endroit-là un peu simpliste, à coup de yaka faucon. Mais non, c'est un peu plus complexe que ça. Toutes les personnes qui n'obéissent pas à l'autorité ne sont pas des enfants. Là encore, je te renvoie à la période funeste qui vient de s'achever et dans lequel, heureusement que tout le monde n'a pas obéi à l'autorité. Allez, un petit point Godwin. Allez, on se fait un point Godwin. Il y a aussi plein d'autres périodes historiques dans lesquelles on est bien content que tout le monde n'ait pas obéi à l'autorité. Donc l'équation, en fait c'est une faute de logique, c'est parce que dans l'enfance il y a parfois le non-respect de l'autorité, tu en déduis que toute personne qui ne respecte pas l'autorité est forcément infantile. C'est une erreur de raisonnement, tout simplement. Et dans l'enfance, c'est pas le cas. Dans un enfant, si vous vous adressez à lui de manière un peu brutale, il va se mettre à pleurer, ou en tout cas il va être dans la confusion la plus totale sur ce que vous êtes en train de lui faire. Il va prendre pour une attaque personnelle, pour une critique fondamentale, quelque chose qui est de l'ordre plutôt de la remontrance par rapport à quelque chose qu'il aurait mal fait. Et il n'a pas forcément tort non plus, dans le sens où on peut tout à fait éduquer des enfants sans leur faire la moindre remontrance. Je vous renvoie à la vidéo d'Elfie Roboulot sur l'agisme, l'éducation positive, etc. Donc là encore, tu ne sembles pas avoir creusé la question, Thomas. C'est ennuyeux de discuter avec des gens qui n'ont pas creusé ce dont ils parlent à un moment donné. Comment est-ce que vous choisissez vos invités à la radio ? C'est embêtant quand même. Vous ne pensez qu'à ce qu'il a mal fait. Lui, il pense à toute son existence, d'une certaine manière. Voilà, donc la communication non violente, pour moi, c'est vraiment le symptôme, c'est vraiment la manifestation de l'infantilisation des adultes aujourd'hui, notamment dans le monde du travail. Donc la communication non violente, en fait, c'est la remise en question de l'autorité, parce que être autoritaire, ce n'est pas forcément être violent, c'est ça ? C'est vrai que la communication non violente est la remise en cause de l'autorité, ou plutôt qu'une remise en cause, c'est une invitation à faire une distinction entre avoir de l'autorité et être une autorité. Lorsque l'on est une autorité, on n'a pas besoin d'avoir de l'autorité. Et il se trouve qu'il y a énormément de petits chefs qui aujourd'hui dirigent la société alors qu'ils n'en ont pas spécialement plus de qualifications que cela et qu'ils ne font pas autorité au niveau de leur être, justement. C'est une invitation à décorréler ces deux notions qui sont souvent totalement amalgamées dans le modèle traditionnel avec un petit T. Le modèle bêtement traditionnel, quoi. Absolument, absolument. L'autorité, c'est la reconnaissance d'une compétence ou d'une qualité, en tout cas supérieure, de la part des gens qui sont sur l'échelle de l'autorité, des gens qui sont en bas. C'est la reconnaissance que la personne qui fait autorité a une qualité qu'ils n'ont pas. Et ça, je dirais, c'est comme j'essaie de l'expliquer, c'est vraiment l'une des bases de l'organisation du monde adulte. C'est la reconnaissance, je dirais la discrimination même, puisque c'est le mot juste, je pense, la discrimination entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, notamment. Là, je trouve qu'on voit bien la confusion qu'il fait entre avoir l'autorité et être une autorité. Et effectivement, il essaie de rendre son discours plus robuste en disant ça marche pas, hein, le pont il tient ou il s'écroule. Ok, ça c'est valable dans certains milieux, dans certains domaines dans lesquels on peut constater tout de suite. Mais là encore, référez-vous à la période avec le rhume 19 qui vient de se terminer, et vous verrez énormément de gens qui étaient des autorités, mais qui n'avaient pas l'autorité, que le système moderne, qu'il conspirera également probablement, hein, vu d'où il parle, mais n'ont pas écouté, et aujourd'hui, quelques années après, on voit qu'ils avaient raison. Autrement dit, ils détenaient l'autorité en termes de savoir et de compétences, mais ils n'avaient pas l'autorité en termes de position sociale, ou en tout cas en termes de temps d'écoute sur les plateaux télé, etc., etc. Et l'autorité vient souvent de là. Quand elle est naturelle, qu'elle n'est pas imposée de manière arbitraire, l'autorité vient de la reconnaissance d'une organisation optimale.
Ah oui, là effectivement, si c'est pas imposé, oui, bien sûr, mais tu comprends bien que dans l'immense majorité des cas, elle l'est. Et qu'une des seules façons de s'assurer qu'elle ne soit pas imposée, c'est de vivre dans un marché libre dans lequel les individus sont libres de se ranger sous l'autorité d'un tel ou d'un tel. Or, le modèle traditionnel dont tu te fais ici le séide, c'est plutôt un modèle dans lequel l'autorité n'est pas vraiment choisie. Pire, tu as plutôt l'air d'être assez hostile, ou alors peut-être je comprends pas, hein, dans ce cas-là, reprends-moi Thomas Boussion, je voudrais pas... Et tant mieux si jamais tu peux faire s'écrouler ce que je dis juste en un recadrage. Moi je prends, hein, j'ai pas de joie à dire des choses qui trahissent ta pensée si tu veux. Mais tu ne m'as pas l'air très ouvert au libre marché. Moi j'entends plutôt quelqu'un de droite conservatrice qui est donc hostile au marché, hostile à la mondialisation qui va avec, et hostile à une certaine forme de capitalisme. Donc là encore, il y a une espèce de double discours, il y a quelque chose qui ne me semble pas tout à fait aligné, si tu veux. Celui qui fait autorité, c'est celui qui est le plus capable, dans n'importe quel projet, c'est vrai, il y a toujours un chef de projet, parce que c'est celui qui est le plus capable d'avoir une vision globale, parce qu'il a de l'expérience, parce qu'il a des capacités particulières, des capacités d'organisation, des capacités de management, ou des choses comme ça. En tout cas, on lui reconnaît une compétence que les autres n'ont pas, ou la capacité en tout cas d'organiser le travail que les autres vont accomplir, voilà, dans l'ordre de la production directe pour le coup. Alors si tu parlais uniquement de compétences techniques, j'aurais rien à dire, mais tu parles aussi, parce que oui, il y a des gens qui savent mieux faire des ponts que d'autres, ça, il n'y a pas vraiment de débat là-dessus. Mais par contre, tu parles de capacité de management. Mais par définition, quelqu'un qui a des capacités de management, c'est quelqu'un justement qui va pouvoir s'adresser à autrui en lui disant autre chose que tu fais de la merde et qui va probablement à un moment donné utiliser la technique du sandwich. Or, tu nous as expliqué tout à l'heure que ça, c'était infantiliser les gens. Donc, il y a un moment où le serpent se mord la queue, Thomas Boussion. Il y a quelque chose qui n'est pas à sa place, je pense. Et je crois que je vois très bien ce que c'est, justement. C'est une confusion de niveau de réalité précédemment mis en lumière. Donc l'autorité, c'est surtout ça, en réalité. Dans un monde classique, dans un monde traditionnel, cette autorité, elle est, je dirais, la reconnaissance aussi de la valeur de la durée, c'est-à-dire de l'expérience. Ceux qui durent, notamment les êtres humains qui durent, acquièrent de l'expérience. Et ce faisant, ils acquièrent une compétence, ou un ensemble de compétences, que les autres n'ont pas, et qui leur confèrent donc une autorité assez naturelle sur ceux qui ne l'ont pas. Alors oui et non, et oui et non. Oui, bien sûr, dans l'immense majorité des domaines, mais c'est justement l'arrivée, l'irruption dans nos vies d'une forme de technologie avec une croissance et une évolution extrêmement rapide qui fait justement que les jeunes générations qui ont une plasticité cérébrale un petit peu supérieure à celle de nos grands-parents et qui donc justement ont appris beaucoup plus vite à se servir du numérique, de l'intelligence artificielle, de tout le monde connecté, etc., qui ont pu bypasser l'autorité des anciens qui était basée sur la seule ancienneté. Parce que aujourd'hui, le Raymond qui a 68 ans mais qui travaille encore parce qu'il a une petite retraite, mais qui n'arrive pas à envoyer des mails parce que pour lui c'est pas son époque, tu comprends bien qu'un petit jeune de 20 ans qui envoie des mails depuis toujours, et je dis envoyer des mails, je parle pas d'autre chose plus technique parce que moi-même j'ai un côté extrêmement boomer, mais tu comprends bien que ces gens-là, ils vont avoir beaucoup plus de compétences que les anciennes générations pour gérer tout ce qui est moderne, et que c'est donc normal qu'il y ait de ce point de vue-là une remise en cause de la hiérarchie strictement verticale. Puisque dans les faits, le savoir est inégalement réparti et que aujourd'hui, le savoir ne s'acquiert plus uniquement par un cursus hiérarchique, n'en déplaise à Jacques Attali. C'est la distinction qu'on peut faire entre les anciens et les plus jeunes dans un monde traditionnel. C'est par définition l'ancien a vécu et donc il a plus d'autorité naturelle que ceux qui ont moins vécu. C'est aussi le cas du père dans une famille. C'est classiquement entre le père et la mère, c'est classiquement au père qu'on confie la gestion, justement, plutôt l'exercice de l'autorité. Oui, dans un monde traditionnel, oui. Mais aujourd'hui, quand t'as une nana de 18 ans sur OnlyFans qui fait 15 000 € par mois, là où son père a plafonné à 2 000 € en fin de carrière, tu comprends bien que dans certaines discussions de famille, la compétence soit pas forcément là où on croit. Alors après, est-ce que c'est souhaitable? Probablement pas, ou en tout cas, on peut en discuter. Parce qu'effectivement, cette jeune fille sacrifie tout un pan du réel pour obtenir cet argent, etc. Et c'est là où on passe d'un monde unidimensionnel à un monde multidimensionnel, justement. Et comme on est dans un monde multidimensionnel, eh bien, le savoir est réparti tout du long de ces multidimensions et on ne peut plus donc être dans quelque chose de bêtement vertical. Puisque c'est lui qui va
parce qu'il est un homme déjà, et donc il a des capacités de violence potentielle que la femme n'a pas, potentielle bien sûr. D'autorité, on peut parler d'autorité, oui, peut-être, on peut parler d'autorité, mais de violence. Non, justement, je fais la distinction. Son autorité vient du fait que potentiellement, il peut sanctionner. C'est aussi ça qui fait l'autorité. C'est-à-dire que dans une famille, le rôle du père, de la figure paternelle, c'est de poser un cadre. En tout cas, c'est comme ça que je le vois, et je pense que classiquement, on peut le dire comme ça. Le rôle du père est surtout celui de poser un cadre, de dire, dans ce cadre, mon fils ou ma fille, tu peux te comporter, tu peux faire à peu près ce que tu veux d'ailleurs. C'est pas vraiment mon problème. Par contre, si tu sors du cadre, un cadre moral donc, ce que tu fais est mauvais, et je vais t'expliquer pourquoi. Et si tu dépasses de ce cadre trop souvent, malgré les explications que je te donne, etc., il y a un moment où je vais te faire revenir dans le cadre de force. Bon, là, nos comments, mes stagiaires doivent se régaler tellement il y a un nombre de mots-clés à la minute élevé. Donc, j'aurais pas dû utiliser le mot violence, j'aurais dû utiliser le mot force, d'ailleurs. Le père peut utiliser la force, et on le sait quand on est un enfant. Il le peut. Ça veut pas dire qu'il va le faire, parce que parfois, il n'y a pas besoin de le faire. Mais voilà, en tout cas, c'est... Et les mères aussi peuvent jouer ce rôle, Thomas Boussure, je vous l'assure. Bien sûr, et d'ailleurs, merci de le dire, parce que ça va me donner l'occasion de rappeler la méthodologie que j'utilise, c'est-à-dire que je ne parle que d'archétypes. Quand je dis le père, c'est bien sûr la figure paternelle archétypale. C'est dans laquelle on peut mettre tout un tas de choses. Mais aucun père ne se comporte jamais parfaitement selon la figure archétypale, et aucune mère non plus ne se comporte selon la figure maternelle classique et archétypale. Et tout le monde est entre les deux. Donc une mère peut faire preuve d'autorité, bien sûr. Elle peut parfois même recourir à la force s'il le faut, prendre son enfant par le bras pour le sortir d'une situation dangereuse, évidemment qu'il faut le faire. Il y a tout un tas de choses qui sont possibles, ou même hausser la voix, parfois ça suffit. Et le père peut lui aussi faire preuve d'amour, etc. Il peut emprunter un certain nombre de choses qui sont plus classiquement reconnues comme étant les attributs de la mère. Mais voilà, bonne remarque. L'autorité, c'est quelque chose qui peut être partagé à la fois par le père et par la mère, et qui, dans tous les cas, parce que c'est ça que je voulais dire, est une forme d'organisation de la famille et une forme de transmission du savoir, quelque chose de très vertical, qu'on retrouve à peu près dans toutes les communautés humaines. En réalité, ça part de la famille, bien sûr, et c'est d'ailleurs là qu'on en fait l'apprentissage en premier lieu, quand on est un enfant, mais ensuite ça se transpose à l'école, je dirais même dans toute la scolarité, plus ensuite dans le monde du travail, et dans toutes les communautés, j'ai envie de dire, qui veulent accomplir quelque chose. Voilà, donc l'autorité, c'est vraiment le principe d'organisation. C'est celui qui définit la hiérarchie, c'est celui qui s'appuie sur la discrimination pour distinguer ce qui doit être fait, ce qui doit pas être fait, ce qui peut être fait, ce qui ne peut pas être fait, etc. Et effectivement, c'est le principe de base qui est contesté par le gauchisme, mais plus largement l'infantilisation de notre société. Je voulais pas appuyer beaucoup là-dessus parce que je trouve pas que c'est forcément ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est vrai que plus je t'entends parler, plus je t'imagine vraiment le samedi soir en club avec une bouche dans la bouche. Vraiment, je crois que tu aimes obéir à un endroit, et là encore, moi j'ai pas à te critiquer d'aimer obéir. Oui, pourquoi pas, après tout, je veux dire, t'es un adulte, tu fais ce que tu veux. Mais de là à en faire la promotion tout en produisant un discours dans lequel il y a des faiblesses logiques assez énormes, des syllogismes qui ne sont pas au point, et de brandir comme argument des disciplines que manifestement tu n'as pas étudiées, je pense qu'il serait plus honnête simplement d'assumer que tu aimes l'autorité, que tu aimes obéir. Moi, je n'ai rien contre. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es hétérosexuel ou autre ou quoi, mais tu peux tout à fait aimer faire l'amour avec ta partenaire ou ton partenaire en costume allemand, etc. Moi, j'ai rien contre ça. Mais sur le plan du logo, c'est c'est très pré-rationnel, plafonné, quoi. Et je sais bien que ça va toucher et plaire à toute une partie de l'auditoire, et qui ne repérera même pas tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on t'invite probablement, puisque le but des médias, c'est de faire de l'audience, et c'est pour ça qu'on laisse les gens qui ont une pensée plus fine, plus nuancée, moins grossière, qu'on les invite pas, parce que justement l'idée, c'est d'être compris pour faire de l'audience. Il y a une vraie logique intrinsèque du système médiatique. Et c'est là où on voit justement que c'est une des dérives du capitalisme actuel, justement, et dans lequel il n'y a pas de droit positif, ou en tout cas d'attention des pairs, tiens, je vais aller dans ton sens, de protéger un petit peu la qualité
des compétences et des connaissances léguées par les générations passées. Merci Thomas Boussion. Alors vous avez commencé à nous parler tout à l'heure de la présence de la communication non violente au sein de l'économie sociale et solidaire. Et puis je vous ai coupé. Alors vous en consacrez toute une partie justement de l'ESS dont on fait la promotion. Il y a, on va dire, ça fait quoi? Ça fait 7 ans à peu près qu'on entend beaucoup parler de cette économie sociale et solidaire. En quoi participe-t-elle à l'infantilisation de la société? Alors oui, l'ESS, je pense que ça fait plus longtemps que ça. Qu'elle existe, c'est certain, puisque je crois que ça a commencé dans les années 70 à peu près, qu'on a commencé à parler de ce genre de choses, notamment des coopératives, ce qu'on appelle aujourd'hui des SCOP, par exemple, dans les années 70. Je crois que ça a commencé, mais vous avez raison, depuis quelques années, il y a vraiment une intensification de la communication à ce sujet. Et ce que j'essaye d'expliquer dans le livre, c'est que pour y avoir moi-même un peu travaillé, j'ai pu constater sur le terrain que, alors déjà en termes de population, l'ESS c'est un domaine où 95% des personnes qui y travaillent se revendiquent d'extrême gauche. Catégorie qu'on pourrait contester bien sûr, mais en tout cas c'est la revendication très très majoritaire de ces personnes-là. Et ce que j'ai observé, c'est que il y a une sorte de... C'est la partie que je consacre à l'ESS, notamment dans le livre, c'est pour expliquer l'une des manières de fuir la politique. Moi, c'est ce qui m'a un peu frappé, c'est que ce sont des gens qui parlent beaucoup de politique, en réalité, ou plutôt qui glissent très souvent des réflexions politiques dans leur travail, dans leur vie quotidienne, etc. Et qui en parlent beaucoup entre eux. Et qui se pensent donc, comme je le disais, à l'extrême gauche, c'est-à-dire ils se pensent anticapitalistes, ils se pensent aussi progressistes. Ce sont toutes ces catégories dont on a parlé tout à l'heure, donc toutes ces comment dire, ces idéologies qu'on a évoquées, donc la non-binarité par exemple, ou on pourrait même parler de l'antiracisme ou des choses comme ça. Tout ça est évidemment adopté et promu dans ces milieux-là. Et au passage, dans ces milieux-là, ce sont des gens qui mouillent le maillot. Parce que quand tu te lèves tous les matins pour faire vivre une épicerie ou un café solidaire comme ça, tu es pas simplement en train de mendier l'argent des autres. Tu es en train de te retrousser les manches pour faire vivre tes valeurs dans le réel. Et rien que cela, pour moi, c'est déjà suffisant pour respecter largement ces gens et leur reconnaître la vertu de contribuer à co-construire le monde qu'ils souhaitent. Et la communication non violente aussi. Et moi, c'est là que je l'ai découvert. Et ce que j'ai observé, c'est que cette économie sociale et solidaire sert d'une certaine manière de refuge pour des personnes qui ont envie de faire de la politique, mais qui n'ont quelque part absolument pas envie ni de passer à l'âge adulte, ni de passer au sérieux de la politique. C'est-à-dire que j'ai observé énormément de comportements très infantiles dans ce milieu-là. Et si je veux en rester justement à l'aspect politique, je me souviens d'avoir plusieurs fois constaté, et j'évoque cet exemple dans le livre parce qu'il m'a vraiment frappé, plusieurs fois constaté dans certaines discussions qui portaient sur, je dirais, le monde social. Donc dans ce milieu-là, comme je disais, on se revendique de l'anticapitalisme. Donc j'ai souvent entendu et observé des conversations où quelqu'un rappelait que l'objectif déclaré de l'économie sociale et solidaire, c'est de mettre à bas de vaincre le capitalisme. Et d'ailleurs, je le dis en souriant, parce que je me souviens que dans ces conversations, systématiquement, quand cette phrase était prononcée, quand il s'agissait de désigner l'ennemi et de dire que de rappeler que l'objectif de cette économie sociale et solidaire était censé être la défaite de cet ennemi, donc nous sommes censés lutter contre le capitalisme et le vaincre. Chaque fois que cette phrase était prononcée, les gens riaient. Ah bah c'est sûr que autant moi je respecte mais profondément une bande de libertaires qui se font une ferme libertaire machin avec leur boulangerie sociale et solidaire, etc. Autant penser que des gens qui vivent en accord avec leurs valeurs sans emmerder personne. Moi vraiment je respecte profondément ces gens-là. Mais c'est vrai que penser que vivre comme ça va faire s'effondrer le capitalisme, c'est d'une naïveté confondante. Je veux dire, n'importe qui a déjà eu la chance d'aller dans un petit jacuzzi, dans un bel hôtel comme ça, dans les îles, voilà, et de manger un peu dans un restaurant étoilé, etc., voit bien la différence entre ça et manger du boulgour et du thé chai en voyant Jean-Eudes qui joue au Diabolo. Je veux dire, à un moment donné, il y a quand même un art de vivre ou quelque chose qui fait qu'à mon avis, c'est pas prêt de disparaître de sitôt.
Et ça pour une bonne raison, c'est que le capitalisme est quelque chose d'extrêmement, j'ai pas envie de dire naturel parce que c'est un cliché, mais les animaux thésaurisent. C'est quelque chose qu'on a profondément en nous au niveau de notre cerveau limbique. Les écureuils font leurs réserves, les os enterrent les chiens. J'allais dire, voilà, je commence à fatiguer. Bref, les chiens enterrent les os. Enfin, c'est normal. N'importe qui, y compris ces gens-là, thésaurise des ressources parce que il faut que t'achètes assez de boulgour parce que demain si ça se trouve t'auras plus assez de boulgour pour faire tes salades quinoa machin truc, tes salades de bobo, donc à un moment donné c'est vraiment inscrit dans l'homme et il y a une contradiction profonde et une incohérence à vouloir le combattre. Il s'agit pas de le combattre, il s'agit de vivre à côté de lui. À la limite, si toi t'as pas envie de vivre selon un mode de vie comme ça, tu vis à côté et c'est très bien. Mais c'est vrai que dans le fait d'avoir la velléité qui s'effondre, il y a là une illusion puérile. Je te rejoins, Thomas Boussion. Ça m'a vraiment frappé parce que moi, je prends les choses beaucoup plus au sérieux que ça et je considère effectivement que qu'on peut faire une analyse du monde social selon la grille marxiste et qu'on peut identifier le capital, c'est-à-dire à la fois le système de production et toutes ses productions, l'accumulation de capital et aussi le système qui organise cette accumulation de capital. On peut considérer tout cet ensemble comme un ennemi du genre humain à certains égards, et je serais d'ailleurs prêt à le décrire, et je le décris un peu dans le livre. Donc moi je prends ça très au sérieux, et quand j'ai débarqué dans ce milieu, j'ai observé que tout le monde prenait ça à la rigolade, et j'ai assez vite compris qu'en réalité, il s'agissait simplement de balancer ce genre de choses pour se donner évidemment une apparence de lutte, et derrière il n'y a pas grand-chose, parce que l'économie sociale et solidaire évidemment ne lutte absolument pas contre le capitalisme, elle en fait même intégralement partie. Elle est une manière de rendre productifs des gens qui ne veulent pas l'être aussi, et qui veulent échapper au travail. Et c'est une manière pour eux aussi de se réfugier, de se donner une apparence de lutte politique, et tout en la tournant en dérision pour pas trop en être quelque part, et pour pas en payer le prix, parce que le prix de l'anticapitalisme, le vrai, il est assez élevé en réalité. On peut si on lutte vraiment contre le capital, on finit par identifier les gens qui font partie de ce système et qui l'organisent et qui le maintiennent et qui écrasent les peuples, et on en vient vite à identifier des personnes très réelles qui sont effectivement au pouvoir et à lutter contre elles directement et à les désigner, et à ce moment-là, on commence à en payer le prix. Et c'est là où, effectivement, trois punks à chiens qui chargent le manoir de la famille Orsini ou de George Soros, en général, ils vont finir, ça va très très mal finir, et c'est pour ça que, comme ils ont un minimum d'instinct de conservation, ils le font pas. Mais c'est vrai que si déjà, ça peut permettre à ces trois punks à chiens, déjà de prendre une douche, et puis de temps en temps de servir donc 3 salades de boulgour, et d'avoir un mini salaire à la fin du mois, même si c'est sous forme de monnaie alternative ou de choses comme ça, c'est déjà une forme de réinsertion, et c'est déjà mieux que de les laisser à la rue ou de les laisser justement dépendre de la mendicité ou de la générosité des uns et des autres. Donc pourquoi pas ne pas respecter une partie de leurs illusions si c'est justement pour les amener en douceur vers le monde du travail et les amener en douceur vers une forme d'autonomisation. Je dis les amener comme si j'étais paternaliste, non, c'est on leur offre. Après c'est eux qui saisissent l'opportunité. Sauf qu'une fois que nos pommes cachiens, ils ont fait comme ça un bar-restaurant alternatif pendant 1 an, après ils peuvent aller postuler dans un autre restaurant. Ils ont déjà une expérience sur leur CV, quelques savoir-faire, et ils peuvent comme ça grandir petit à petit. Donc moi je trouve ça très bien, et justement ça procède de la multiplicité des niveaux de réalité, et je trouve ça très bien qu'il y ait du travail pour chaque être humain, quel que soit son niveau de réalité. Justement, ça permet un monde plus inclusif, si j'ose dire. Mais ces gens qui travaillent dans l'économie sociale et solidaire en sont évidemment très loin, et le but pour eux c'est de rester entre eux, justement, d'avoir une sorte de milieu chimiquement pur, donc politiquement pur, dans lequel ils sont entre eux et personne ne vient leur adresser une contradiction, évidemment, ou c'est rarissime. Et tout ça maintient un état dans lequel ils se sentent tout à fait... Ils sont dans le confort politique le plus total. Et c'est quoi le problème s'ils sont bien comme ça? Pourquoi est-ce qu'il faudrait forcément aller déranger les gens pour aller évangéliser les trucs avec notre vérité, Thomas Boussion? Pourquoi? Je veux dire, toi t'es bien dans le confort intellectuel de l'ignorance totale de la CNV. Bon, moi en l'occurrence, là je viens secouer le cocotier, mais je veux dire par là, je vais pas débarquer chez toi pour t'obliger à écouter cette vidéo, Thomas Boussion. Moi je me sers de ta vidéo comme prétexte pour produire du contenu commenté, parce que je pense que là, c'est une synthèse de la plupart des mauvaises compréhensions de ce que c'est que la CNV, des poncifs qu'on peut entendre,
et du niveau comme ça d'assurance qu'on peut avoir en parlant d'un thème, d'un sujet dont on ignore tout dans les médias, ce qui vraiment, moi, m'étonne toujours de tous ces gens qui n'ont pas honte de parler de sujets sur lesquels ils ne comprennent rien à ce point. On peut parler d'un sujet dont on n'est pas expert à partir du moment où on dit pas d'erreur dans les grandes lignes. C'est pas grave si on connaît pas les détails. Je vais dire, tu peux parler de physique sans réciter de mémoire le tableau périodique des éléments. C'est pas très très grave, tant que ton propos quand tu parles de physique est juste. Mais là, ça n'est pas le cas, malheureusement. Où ils peuvent prétendre lutter contre le capitalisme ou lutter contre un ennemi, en tout cas un ennemi politique, tout en ne le faisant pas, ou en tout cas tout en se prémunissant de tout ce qui viendrait leur dire vous êtes quand même dans des entreprises, donc vous êtes de toute façon partie prenante de ce système de production. Donc est-ce que vous avez poussé la critique suffisamment loin pour comprendre le rôle justement de la production, qui n'est pas blanc ou noir, hein, je me dis justement, ce qui serait intéressant, c'est de discuter avec eux de l'importance de la production, de ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire dans le schéma traditionnel classique de reproduction de la civilisation et même de son élargissement, de son épanouissement. Mais dès que vous prononcez le mot de tradition ou le mot de hiérarchie, comme je disais tout à l'heure, tout ça est complètement diabolisé dans ce milieu-là et les réflexions ne sont jamais poussées suffisamment loin pour comprendre ce que c'est vraiment que le capital et évidemment par conséquent l'anticapitalisme. Oui, tu as raison sur le fond, c'est-à-dire que ces gens s'illusionnent. Il n'y a pas de problème avec ça, ils s'illusionnent et ils dorment à point fermé, bien sûr. Et c'est le principe des niveaux de réalité, c'est-à-dire que le capitalisme procède d'un niveau de réalité plus complexe que leur pensée, donc du coup ils n'arrivent pas à le modéliser correctement, et donc tu ne peux pas lutter contre quelque chose qui t'échappe quelque part, hein, où tu peux essayer. Mais enfin c'est avec des actes symboliques, on va marcher pour le climat, comme si ça allait changer quoi que ce soit, que Janine aille faire du jumbé comme ça, place de la République un dimanche après-midi. Ok, mais ces gens en sont là. Donc j'entends que tu le déplores. D'un certain point de vue, moi aussi, parce que je me relie à d'où tu parles, à cet endroit-là. Et en même temps, oui, ces gens sont. Voilà. Ils sont ce qu'ils sont, et ils en sont là où ils en sont, et avec leur rythme. Et donc, c'est un milieu qui sert de refuge pour des gens qui veulent faire de la politique, puisqu'ils ont l'intuition que quelque chose ne va pas, nous sommes dans un système qui écrase beaucoup les gens, et ils le sentent évidemment, on en a tous l'intuition, mais tout est fait pour qu'ils ne sortent jamais de cette bulle, qui en est une, ou en tout cas que pendant toute une période, ces gens-là ne sortent pas de la bulle, et ce qui arrive souvent, c'est qu'ils rencontrent quelqu'un de l'extérieur, je dirais de l'extérieur idéologique, et là, il y a toute une réflexion qui se met en place, et au bout d'un moment, on est peut-être un peu fatigué aussi de ce milieu-là, et on se rend compte que ça tourne en rond, et on peut en sortir, mais bon, tout le monde ne le fait pas. Ah ça s'appelle un gauchiste qui se prend une grosse claque du réel, c'est sûr. C'est sûr, et c'est pour ça que j'ai jamais vu un seul libertarien qui devenait gauchiste, quoi. Alors que des gauchistes qui deviennent libertariens, ça se fait toujours dans ce sens-là. Bon, j'avais vu sur la chaîne de Paduring, c'était très rigolo. Il avait invité une fois comme ça un ancien libertarien. Puis en fait, en écoutant, on avait vu que le mec avait jamais été libertarien, qu'il avait jamais compris les principes du libertarianisme, et que du coup, mon exemple reste valable. Mais j'attends encore des contre-exemples. Je crois que j'en ai jamais vraiment vu un seul, en fait, de personnes qui avaient réellement compris qu'est-ce que ça pouvait être une pensée déjà rationnelle puis transrationnelle. Ça va toujours dans un seul sens, hein. C'est le principe. Malheureusement. En tout cas, c'est un milieu qui stérilise la pensée politique, et c'est pour ça que j'ai pris cet exemple dans le bouquin, c'est que l'enfance, quand on s'inspire de l'archétype de l'enfance, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, on essaye absolument d'éviter la politique, puisque la politique, c'est justement quelque chose de très sérieux, où on doit faire beaucoup de sacrifices, en tout cas quand on veut en faire sérieusement, et on a un prix à payer. En général, il y a un prix à payer parce que c'est une prise de pouvoir sur autrui, et que cela nous amène hors de nos axes et de notre sphère d'action légitime. En général, c'est pour ça, et justement parce que c'est un acte quasi magique. Lorsque l'on se contente de défendre son droit naturel, eh bien, en général, le prix à payer est assez intuitif. Et de toute façon, la nature est bien faite. Elle nous donne instantanément la force de défendre notre propriété, notre corps, etc., etc. C'est un instinct. Vous avez des millénaires, des dizaines de milliers d'années de sélection naturelle qui reviennent à la charge pour vous motiver dans ces cas-là. La nature est très très bien faite quand on l'écoute. C'est-à-dire que quand on lutte réellement contre un pouvoir en place, puisque c'est quand même ça ce qui définit la politique, où on est au pouvoir et on essaie de le maintenir, où on n'est pas au pouvoir et on essaie de le prendre. Donc on lutte contre le pouvoir en place.
Il y a un prix qui est évident et je pense que c'est pas à vous que je vais l'expliquer. Vous êtes dans un milieu qui savait ça. Donc en tout cas, en ce qui concerne l'ESS, moi j'appuie vos propos parce que c'est un secteur que j'ai un peu côtoyé. Donc je confirme, si je puis dire, votre réflexion. Et moi j'inviterai en fait les spectateurs à aller s'informer, ne serait-ce que sur les grandes structures qui concernent l'ESS, et regarder qui détient en fait ces grandes structures, et vous retrouverez effectivement des noms de gauchistes. Après, bien sûr, il ne faut pas généraliser parce qu'il y a des plus petites structures et des gens qui font ça vraiment de manière authentique, si je puis dire. Tout à fait. Et qui croient en ces valeurs, parce que avant tout l'ESS ça prône des valeurs. C'est une économie engagée avec tout un paradigme de valeurs qu'on est censé véhiculer à travers cette structure. Et sur le capitalisme, alors c'est à la fois, enfin c'est très controversé, hein. C'est à la fois vaincre le capitalisme et en même temps faire de l'argent. Voilà. Ça. Et ils bénéficient aussi de beaucoup d'avantages fiscaux. Ça, il faut le rappeler. Parce que quand vous créez une telle structure, vous avez des avantages. Voilà, le gouvernement vous aide, vous avez toutes sortes d'avantages. Voilà ce que je voulais dire en tout cas sur l'ESS pour vous rejoindre. Je me permets une petite digression pour rebondir sur ce que vous venez de dire, sur le fait de ce paradoxe apparent entre le fait de faire de l'argent et le fait de prétendre lutter contre le capital. C'est effectivement un paradoxe en apparence, et il faut justement s'y intéresser et il faut réfléchir à ça, puisque à mon avis c'est l'une des pistes les plus importantes pour comprendre ce que c'est que le monde adulte. Le monde adulte, c'est aussi faire beaucoup de compromis avec des idéologies qui peuvent paraître parfois pures et un petit peu, je dirais, idéalistes. Alors là, on a vraiment son centrage en rationnel plaf au mieux, hein, mais avec probablement énormément de pré-ratio derrière. Hein. Ce que je veux dire par là, c'est que dans le livre, et notamment dans la dernière partie, j'essaye d'identifier le rapport de force central qui structure le monde politique, et je l'identifie comme étant l'affrontement entre la tradition, dans l'archétype de la tradition, et le capital, le système capitaliste. Ce qui ne veut pas dire que l'un et l'autre sont hermétiques l'un à l'autre. Donc ce que je veux dire par là, c'est que la construction de tradition, que moi j'identifie comme permettant réellement de lutter contre le capital, il faut bien comprendre qu'elle ne peut se faire qu'à la condition de l'accumulation du capital également. C'est-à-dire qu'il y a un système quelque part d'engendrement réciproque, puisqu'on ne construit pas, par exemple, l'Église catholique sans accumulation de capital. Je pense que c'est assez facile à comprendre, il suffit d'observer une cathédrale pour comprendre immédiatement, intuitivement, toute l'accumulation de capital qu'il y a dedans. Ça ne veut pas dire l'accumulation d'argent forcément, hein, c'est l'accumulation de compétences, l'accumulation d'expérience, l'accumulation de tout un tas d'activités humaines qui ont été cristallisées dans un monument qui sert une fonction d'ailleurs, de perpétuation de la tradition. Mais on voit bien que dans la réalité humaine, le capital est inévitable d'une certaine manière. Et c'est ce que j'essaie de dire rapidement dans le bouquin, c'est que et c'est pour ça que l'ESS me paraît quelque chose de très embryonnaire, c'est que la réflexion n'a pas été poussée jusque-là, justement, chez ces gens-là, chez les gens que j'ai croisés moi en tout cas. Voilà, chez les gens que tu as croisés toi. Et c'est là où il y a un énorme amalgame entre plusieurs niveaux de réalité. Tu confonds des gens qui font ça depuis un espace effectivement infantile, hein, où ils sont en train de s'illusionner, qui vont renverser le capitalisme, où on est dans des purs mécanismes de défense psychologique pour ne pas vivre le principe de réalité, ou enfin voilà, c'est typiquement ce que tu décris comme une espèce d'immaturité de gauchiste. Ça, effectivement, ces gens-là existent, il y en a plein, des petits oiseaux tombés du nid comme ça, bon, aucun problème, ces gens-là existent. Et puis, tu as aussi une économie sociale et solidaire qui est faite par des gens depuis la transrationalité, qui sont des gens, en général, qui ont énormément de pognon, ou en tout cas qui ont eu l'occasion dans leur vie de faire énormément de pognon, et qui, à un moment donné, ont choisi d'investir leur pognon dans des projets à taille humaine, parce qu'ils en avaient marre de vivre par et pour le pognon, et qu'ils avaient envie de revenir à quelque chose de plus essentiel. Et donc, il ne faudrait pas amalgamer les deux parties de la courbe de Gauss, comme je le voyais venir
tout à l'heure en début de vidéo. Voilà, donc c'est dommage de faire une analyse là-dessus qui s'arrête à la moitié. Mais bon, là encore, c'est à se demander sur quels critères les gens choisissent leurs invités pour les émissions de radio. Et en même temps, malheureusement, en 2014, il y a Kleiser et ses collaborateurs qui ont sorti une étude qui montre que justement, passé un certain niveau, eh bien, les gens ne perçoivent plus, les gens avec un très très haut quotient intellectuel et qui sont capables de produire des narrations, des analyses extrêmement fines, extrêmement complexe. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut que les explications du monde restent compréhensibles par la masse, et comme une personne sur deux, un QI entre 90 et 110, on n'aura pas dans les émissions de radio, ou alors vraiment archi exceptionnellement, les analyses des gens les plus intelligents et les plus brillantes. Et c'est bien dommage, parce que c'est eux qui devraient constituer un phare. Mais là, on en revient sur le narcissisme, c'est-à-dire que le grand public n'aime pas avoir du mal à comprendre, il veut avoir l'impression de penser et pas penser réellement. J'ose en tout cas espérer que ces petits podcasts vous y aident. Pour eux, le capital, c'est mauvais. Ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas une question de bien ou de mal. Le capital est un système automoteur qui s'impose à nous parce qu'il est, en tout cas tel que moi je le définis, il est, je dirais, notre rapport même au monde matériel, ou en tout cas notre rapport social au monde matériel, c'est-à-dire la manière dont on organise notre production matérielle. Il a parfaitement raison. Il faut bien distinguer d'ailleurs le capital du capitalisme. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, ce serait un peu trop long, mais il faut bien comprendre que nous ne pouvons pas faire l'économie, sans mauvais jeu de mots, nous ne pouvons pas nous passer. Ah, c'est dommage, il était bien le jeu de mots, tu vois, là tu parlais d'humour tout à l'heure, là ça aurait été bien, tu vois, on voit bien quand même qu'il y a un endroit où tu n'as pas l'air de rigoler beaucoup quand même, on voit là il y avait une petite perche qui était tendue, et puis non, on va pas rigoler quand même parce que la vie est sérieux, hein. C'est sûr qu'en même temps ça va avec l'obéissance, il y a un profil psychologique général qui se dégage quand même assez clairement de notre rapport au monde matériel, évidemment, et que pour produire notre civilisation, ce qu'on peut appeler la civilisation, donc ça demanderait tout un tas de discussions pour la définir, mais je pense qu'intuitivement on voit à peu près de quoi je parle. Pour produire une civilisation, on est obligé d'accumuler du capital. C'est l'un des paradoxes, c'est que une fois qu'on a commencé à accumuler du capital, le système de la logique marchande se met en place et tend à détruire toutes les traditions qu'on a construites avec cette civilisation. Donc c'est une lutte permanente, un rapport de force entre d'un côté le capital et de l'autre la tradition, et c'est ça que j'invite toutes ces personnes de l'économie sociale et solidaire à envisager. C'est que il faut, je pense que l'une des clés du passage à l'âge adulte, c'est le passage de l'essentialisme à la dialectique, et c'est-à-dire essayer d'éviter, ou plutôt c'est bien d'essayer d'identifier des essences dans le monde. Il y a un moment où il faut essayer de les mettre en rapport, et notamment en rapport de force. Et la suite, Thomas Boussion, c'est de passer de la dialectique à la trialectique et de comprendre en fait qu'il n'y a aucune opposition dans l'absolu entre le capitalisme et les traditions, justement, de les articuler, mais pas seulement dialectiquement, mais trialectiquement, et de voir qu'en fait, on peut tout à fait donc vivre dans un système capitaliste avec une partie des gens qui seront des défenseurs de la tradition avec un petit t, d'autres qui seront défenseurs de la tradition avec un grand T, et d'autres qui seront progressistes, et que tout ça peut tout à fait tenir dans un maillage, dans un bariolage harmonieux. Et identifier quelque chose comme le capital ou le capitalisme, c'est bien, mais il faut comprendre à quoi il s'oppose. Il faut comprendre ce qu'il détruit, et il faut comprendre aussi ce qui lutte contre lui. Et la mise en rapport, par exemple, comme j'essaie de le faire, de la tradition et du capital, permet de comprendre comment, je dirais, pour produire le monde, on est obligé de se servir de notre rapport au monde matériel, et donc on est obligé d'entrer en contact avec le capital, de l'utiliser d'une certaine manière, un petit peu pour construire des pôles, des bulles qui permettent d'y résister. C'est comme ça que je vois la tradition. Et ça, j'aimerais bien que les gauchistes, en tout cas plus largement, toute une population qui garde des réflexes infantiles, essentialistes, comprennent. C'est que le passage à l'âge adulte, le passage à l'âge adulte intellectuel notamment, c'est ce que j'essaie d'expliquer dans la deuxième partie du livre, se fait justement dans le passage de l'essentialisme, de la recherche des essences un peu partout dans le monde, du passage de l'essentialisme donc à la dialectique, c'est-à-dire à la mise en rapport de ce qu'on avait identifié jusque-là comme des essences. Et donc comprendre que toute la réalité humaine est entre les deux et est le produit de ces rapports de force. C'est assez ironique parce que le fait que tu aies envie que d'autres personnes comprennent ce que tu as compris, en fait, c'est une position non pas adulte mais adolescente. L'enfant ne se pose pas la question. L'ado dit regardez ce que j'ai compris, et l'adulte a compris qu'il ne serait pas compris.
et il a fait le deuil d'être compris. Il a compris qu'il n'y avait pas de rapport sexuel, il y avait compris que il n'y a pas vraiment d'altérité, il y a l'illusion d'une altérité à un endroit. Et il en a fait le deuil et il joue le jeu ou pas d'ailleurs selon son tempérament, ses goûts et ses velléités, et il le fait de façon sereine. Bon, après moi je ne peux pas savoir si tu es simplement en représentation et que tu joues à ça, Thomas Boussion, ou si tu l'as vraiment compris, mais de par ton inflexion de voix et l'intégralité de ton discours, j'ai plutôt des indices qui tendent à montrer que toi-même tu déplores quelque part cela. Bah, c'est ton pathos, chacun son pathos, j'ai envie de dire. Donc, si ça t'a permis d'écrire un livre, eh ben ma foi, c'est plutôt une belle sublimation de ton pathos, puisque tu nous l'offres sous forme articulée, accessible, pour, je suppose, une vingtaine d'euros, de quoi comme ça pénétrer un peu ton univers. Donc, ça me semble être une sublimation tout à fait chouette. Et déjà merci pour ça, Thomas Boussion, parce que j'ai beau t'engueuler quand tu dis des bêtises sur la CNV, je vois d'où tu parles et en fait je trouve ça sympathique en fait dans le fond. Quelque part je te fais aussi une forme de publicité pour ton livre sur ma chaîne, enfin j'espère que tu le prendras aussi comme ça, que tu verras aussi ça si jamais tu écoutes cette vidéo. Écoutez, justement, moi j'avais envie de terminer sur la dialectique, mais je crois que vous avez tout dit en fait. Ben voilà, non, il a pas tout dit, il est loin d'avoir tout dit, justement, on peut aller tellement plus loin que cela, mais enfin, effectivement, si jamais il y a une adéquation comme ça entre l'intervieweur, l'interviewé et le public, ben ma foi, pourquoi est-ce qu'on dérangerait qui que ce soit? C'est justement pour ça que je ne vais pas aller poster cette vidéo sur le site du 442, parce que ça reviendrait à débarquer chez des gens qui font de l'économie sociale et solidaire et à leur expliquer, vous illusionnez à être dans le prêchi-prêcha, ça n'a jamais été mon optique, vous le savez. Voilà, donc c'est un petit podcast commenté comme je fais des fois. Je sais qu'en général vous aimez bien ça. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous a plu. Pensez à mettre un petit pouce vers le haut pour l'algorithme, évidemment. Je vous rappelle que je vous publie des billets très régulièrement sur la page Facebook Hypnomachie. Ça fait un moment que je l'ai pas rappelé à la fin de la vidéo, donc s'il y a des gens qui m'ont découvert il y a peu, pensez à venir vous inscrire sur Facebook et puis on peut échanger, discuter sur les sujets des différents billets. Le site hypnomachie.com avec les conseils de lecture. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Salut Internet.